Voilà, donc tout d'abord, bienvenue à tous. On est Jean-Baptiste et moi, on se trouve dans le Brabant wallon, en Belgique, et on est les fondateurs du centre Humanéo, qui est un centre de découverte de soi, un centre d'inspiration et de découverte de soi. Donc, on souhaite vous inspirer par différentes activités qui ont lieu au centre, à partir à la découverte de vous, à la rencontre de vous, à rayonner de votre personne et à inspirer les autres à faire de même. Et donc, au Centre Humanéo, qui se trouve à Bousseval, dans le Brabant wallon, on vous accueille pour des consultations individuelles. Donc, on a toute une équipe qui travaille avec nous dans différents domaines, toute une équipe de thérapeutes. Et on organise aussi, alors en temps normal, on organise ça plutôt en présentiel, des conférences, des ateliers, des formations, hein, parce que Marc et Jean-Baptiste travaillent aussi tous les deux pour l'école de coaching Humanéo. Et bien aujourd'hui, ce soir, on avait décidé de s'inviter dans votre salon parce qu'on avait déjà prévu une première date de rencontre avec Isabelle pour parler du livre Zebraska en présentiel au centre. Et puis, comme on a vu qu'on était parti vers un deuxième confinement, on s'est dit, ben non, nous, on n'est pas d'accord, on ne va pas annuler une seconde fois. Et on a transformé, en fait, notre envie de faire la conférence en vidéoconférence. Et on s'est dit, ben, tiens, tant qu'à faire, on va inviter une deuxième personne et on va faire une conférence littéraire sur le thème du haut potentiel. Et donc, on a invité Marc qui était tout de suite partant, comme d'habitude. Et donc, voilà, on a le plaisir de vous accueillir ce soir pour une conférence avec deux auteurs, en tout cas, qu'on aime beaucoup, d'exception. Et donc, on est tout excités que vous ayez répondu à l'appel et on vous souhaite une belle soirée de découverte. Il y a encore des gens qui essayent de rentrer. Alors, je pense qu'en tout cas, quand on a discuté de cette conférence avec Marc et Isabelle, ce qu'on souhaitait, parce qu'on est tous les quatre, en tout cas, dans une attitude très, très positive, c'était aussi surtout mettre en avant le cadeau que le haut potentiel, ou en tout cas le diagnostic du haut potentiel ou de l'autre potentiel peut être pour vous dans votre vie. Et donc, c'est vraiment sur cette thématique-là qu'on va orienter la conférence. Ce n'est pas une conférence typiquement, je vais dire, technique sur le haut potentiel. Nous, ce qu'on a envie aussi, c'est de vraiment mettre en avant les deux livres d'Isabelle et Marc, qui sont Zebraska, qui est plus un roman, hein, et puis l'autre potentiel, le livre de Marc, qui est un livre de développement personnel. Alors, on va peut-être commencer d'abord par poser une question à nos deux intervenants. Donc, peut-être, Marc et Isabelle, si vous pouvez faire signe, parce que peut-être que les gens mettent la On est là. Et comme ça. Bonsoir. Où vous êtes? Donc, voilà. Ici. Nous, on avait Isabelle à l'écran. Donc, Isabelle, on va te demander peut-être d'abord de te présenter et de nous dire qui tu es. Ok, c'est un peu la question piège et la question par laquelle il faut toujours bien commencer. C'est quand même plus sympathique de savoir qui on a en face de nous. Alors, je m'appelle Isabelle Barry. Il y a des valeurs fondamentales chez moi qui sont l'amour. Alors, j'ai envie de dire que je suis une maman par amour. Quelque chose aussi de très important chez moi, qui est la féminité. Donc, je dirais que je suis une femme par délicatesse, on va dire. Et puis, j'ai toujours aimé écrire. Ça, depuis toute petite, je lis et j'écris énormément. Et donc, j'ai aussi envie de dire que je suis un écrivain un peu par instinct. Donc, j'ai toujours écrit, énormément lu. J'ai beaucoup écrit dans des carnets de poésie. Ceux qui sont de ma génération savent peut-être de quoi je parle. Ceux qui sont d'une génération après, plus. Et donc, c'était ces fameux petits carnets qu'on s'échangeait entre nous et dans lesquels on faisait des petits dessins et des petits mots. Et moi, je faisais des tout petits dessins et des grands mots parce que je ne dessine pas super bien.
Et par contre, j'ai toujours eu cette facilité à écrire, à choisir les mots, à avoir le mot juste pour l'autre. Malheureusement, j'ai pas pu vivre, malheureusement ou heureusement en fait, je ne sais pas, c'est en tout cas le chemin que j'ai fait. Je n'ai pas pu vivre l'écriture très vite puisque j'ai fait des études d'ingénieur commercial avant. Voilà, petite sortie de route, mais pour revenir sur le droit chemin très vite, parce qu'en général, quand quelque chose voilà, nous tient vraiment comme ça à cœur, eh bien, il finit par nous rattraper à un moment ou à un autre. Et je pense aussi, et c'est pour ça que j'ai continué dans l'écriture, et aussi le coaching en écriture, que je fais énormément, les ateliers d'écriture. J'ai décidé à un moment donné que tout tournerait pour moi autour de l'écriture, quoi que ce soit l'écriture de romans ou autre, parce que j'ai toujours cru dans le pouvoir des histoires. Je pense qu'un livre au bon moment, dans les bonnes mains, peut vraiment changer quelqu'un et changer presque le monde, j'ai envie de dire. Je ne pense pas que j'exagère. Et moi, je l'ai vécu en tant que grande lectrice. J'ai eu dans mes mains des livres, des romans qui m'ont vraiment transformée, notamment adolescente, mais encore aujourd'hui. Et de l'autre côté, grâce à Internet et grâce au salon, j'ai eu la chance de rencontrer aussi des lecteurs et d'avoir des lecteurs qui me disent aussi, voilà, Madame Barry, votre livre m'a redonné espoir, par exemple. Et là, je sais que, voilà, que ma journée est bonne et que j'ai accompli quelque chose d'important, en tout cas pour moi, puisque j'ai eu l'impression, avec ce que j'aime faire, d'avoir pu atteindre mon objectif. Voilà, je crois que je n'ai pas fait le tour de la question, mais je vais m'arrêter là. Et juste parce que tu as écrit plus qu'un livre, Oui. tu as écrit combien de livres? Alors, j'écris une douzaine de romans, essentiellement publiés chez Luce Wilquin, qui était une éditrice belge qui, malheureusement, pour des raisons de santé, a dû voilà, quitter sa maison d'édition il y a 2 ans. Je dis vraiment malheureusement parce que pour moi, en Belgique, c'était vraiment une éditrice formidable, pour moi la meilleure en Belgique. D'ailleurs, en France, on l'appelait la petite Gallimard. Voilà, et moi, c'était évidemment une amie, c'est toujours une amie d'ailleurs, mais ce n'est plus mon éditrice aujourd'hui. Voilà, et ce que je fais essentiellement, ce sont des romans où je développe une thématique qui touche souvent à la psychologie, mais c'est un peu malgré moi. C'est un constat, c'est pas un choix. Donc, j'ai écrit, c'est vraiment par exemple Ce qu'elle ne m'a pas dit, qui est un livre sur les secrets de famille, Les 17 valises, qui est un livre qui tente à montrer, toujours des romans, toujours à travers des histoires romancées, qui tente à montrer que ce qui compte, ce n'est pas les cartes qu'on nous a données à la naissance, mais la façon dont on les joue. Voilà, donc dans chaque roman, en fait, a posteriori, c'est un libraire qui m'avait dit, tiens, tu as déjà analysé tes romans? Je dis, ben, non, pas vraiment. Il dit, ben, tu ne te rends pas compte qu'à chaque fois, vraiment une thématique que tu tires tout au long du livre, qui touche quand même toujours à la psychologie et à la tolérance, à la liberté, enfin toutes ces valeurs qui me sont très très chères. Voilà, donc merci Jean-Baptiste de m'avoir posé la question. Et Zebraska, c'était ton premier roman ou parce que Non, non, Zebraska, je l'ai écrit une première fois en 2014. Il est paru en 2014 chez Luce Wilquin. Et puis, ce sont les éditions J'ai lu qui m'ont proposé de le rééditer en inédit en France, puisqu'il n'était pas sorti sur la France à l'époque. Et donc, je l'ai retravaillé complètement. Donc, c'est la même histoire, mais je l'ai modernisé en fait. Donc, je fais des chapitres plus courts, j'ai tout réécrit au présent. J'ai rajouté des personnages. J'ai essayé, on en parlera tout à l'heure, de tout ce qui se passe dans la tête d'une personne hypersensible ou à haut potentiel, de sortir de la tête de mon personnage principal pour lui faire vivre ce qu'il ressentait, pour pouvoir toucher un plus grand nombre de personnes. C'est-à-dire pas seulement les personnes qui étaient directement j'ai presque envie de dire acquises au roman, mais aussi les personnes qui ne savent pas du tout de quoi il s'agit et qui liraient le roman comme on lit un roman de guerre sans avoir fait la guerre, j'ai envie de dire. Merci. Merci. Alors Marc, dis-nous, présente-toi. Eh bien, moi, c'est Marc Brugelmans. J'ai 53 ans, j'ai 2 enfants, une femme. Voilà, tout va bien. C'est tout? Non? Alors, j'ai eu déjà 2 vies, en fait. Une première vie plus dans le monde de l'entreprise, ma carrière de chef que j'ai arrêtée il y a maintenant
je vais dire, une petite dizaine d'années. Et il y a 6 ans, j'ai décidé de faire une reconversion dans le coaching. Donc, je suis coach. J'ai coaché très rapidement des jeunes, plus dans le coaching scolaire. Et j'ai été très touché par mes jeunes clients, mes premiers jeunes clients, et particulièrement par certains. Il y en a vraiment certains qui me touchaient beaucoup et je n'avais absolument aucune idée de pourquoi ces jeunes me touchaient plus que les autres. Et alors, on nous apprend en école de coaching que quand on a quelque chose qui nous arrive comme ça, ben, il faut partir en supervision. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai été voir je ne sais pas comment on dit au féminin, ma superviseuse. Et, donc, au bout de 2 heures, la piste que ces jeunes soient à haut potentiel a été établie. Et donc, après, la question, c'est mais pourquoi est-ce que ces jeunes viennent chez moi? Et en fin de supervision, la piste, mais Marc, peut-être que tu serais à haut potentiel. Mais non, ça, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Je ne suis pas à haut potentiel. D'ailleurs, pendant ma formation, quand on a parlé du haut potentiel, je n'ai rien écouté. Enfin, ça m'intéressait pas parce que je savais bien que de toute façon, ces gens-là, qui étaient super intelligents pour moi, je n'arrivais pas à leur cheville. Mais quand même, donc du coup, moi, j'ai crevé l'abcès. Je me suis, donc c'était il y a 5 ans maintenant. Ouais, ça va faire 5 ans. J'ai commencé en novembre 2015 à faire les tests. Hein, ça se fait en 4 grandes séances, en tout cas là où je les ai passées. Et en janvier 2016, on m'a appris que j'étais effectivement un adulte à haut potentiel. Voilà, du coup, vous revisitez votre vie et vous commencez à comprendre pas mal de choses. Et ben voilà, et en fait, il s'avère que la grande partie de mes clients sont des jeunes et aujourd'hui aussi des adultes, puisque je coach aussi les adultes à haut potentiel. Et aujourd'hui, je coach principalement, et c'est ce qui me motive, le potentiel des gens. Et c'est ce qui m'a aussi motivé du coup à écrire ce livre, L'eau de potentiel, qui est un livre, alors là pour le coup c'est pas un roman, c'est un livre plus de développement personnel avec vraiment l'idée d'aider toute personne qui se sent différent. Et on parlera tout à l'heure peut-être de ma vision de l'eau de potentiel, mais voilà, déjà maintenant juste dire, voilà, vraiment quelque chose pour les personnes qui se sentent différents, pour ces jeunes, pour ces adultes qui ont quelque chose à proposer et qui, d'une manière ou d'une autre, ont du mal à aller vers leur potentiel et leur donner des moyens. J'ai en tout cas eu vraiment ce sentiment d'urgence de l'écrire à un moment donné. C'était clair pour moi que je devais passer des heures et des heures à écrire ce livre. Ça faisait longtemps que j'en rêvais d'écrire un livre. J'en ai commencé tout plein et c'est le seul que j'ai terminé. Voilà, parce que là, pour le coup, j'avais vraiment trouvé ce qu'il fallait, ce qui me prenait aux tripes, et voilà. Et donc, à part ça, je suis aussi formateur. Avec Jean-Baptiste, on forme des coachs, je forme aussi en entreprise, et je suis praticien en PNL. En gros, voilà, et auteur. Okay. Ouais. Mais peut-être, oui, tant qu'on est occupé avec Marc. Moi, j'ai envie de poser. Vas-y. Ben justement, c'est quoi ta vision du haut potentiel? C'est quoi le haut potentiel? Voilà. Mais quand on m'a appris que j'étais à haut potentiel, la première chose, il y a le décor qui s'effondre. Ah, j'ai un message sur mon ordinateur. Okay. Enfin, il y a le décor qui passe. Vous ne savez plus, voilà, tous les repères s'en vont parce qu'en fait, votre vie, vous aviez une norme. Pour vous, la norme, c'était quelque chose de logique. Toute votre vie était ce que vous êtes, c'est la norme. Sauf que j'ai toujours vécu avec cette idée-là. Et tout d'un coup, on vous dit, vous êtes à haut potentiel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et du coup, haut et potentiel. Alors, potentiel, c'est un mot que j'aime bien. Le mot haut me dérangeait beaucoup. Parce que s'il y a haut potentiel quelque part, ça implique inévitablement qu'il y a des bas potentiels. Et dans les clients que j'accompagne, il y a des personnes où je me dis, il y a quand même quelque chose qui fait que je pourrais croire que cette personne est à haut potentiel. Mais elle n'est pas nécessairement prête à l'entendre. Et j'ai pris comme principe, de toute façon, que si ça ne sert pas l'objectif, donc si la personne n'est pas en souffrance et que ça ne peut pas être une bonne piste pour que la personne se connaisse mieux, je ne le dis pas. Et donc, il y a toute une série de personnes qui ont du potentiel, qui sont peut-être au potentiel, mais qui ne se sont pas fait diagnostiquer. À côté de ça, vous avez aussi toute une série de personnes qui sont différentes. Je pense par exemple aux hypersensibles. Les hypersensibles qui ne sont pas nécessairement des personnes à haut potentiel, comme les hauts potentiels ne sont pas nécessairement hypersensibles.
Donc, voilà encore une différence et une force que ces personnes peuvent avoir. Des personnes qui sont experts dans certains domaines, moi je pense aux intelligences multiples. Si par exemple j'ai une intelligence musicale qui est vraiment très très forte, je suis vraiment un expert, mais en fin de compte, je suis en train de vivre une vie un peu en décalage aussi par rapport aux autres. Et donc, je me suis vraiment rendu compte qu'il y a tout un public, toutes des personnes qui sont un petit peu laissées pour compte. Et puis, il y a aussi des personnes qui vont se faire diagnostiquer et à qui on dit, bah, oui, peut-être, ou peut-être pas. Là, pour le moment, c'est pas, les tests ne sont pas clairs. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces gens? C'est pas comme si on était, du coup, qu'on a 130 ou 125, ça dépend les interprétations au test, paf, on est au potentiel, à 123, on ne l'est pas. C'est pas logique, c'est pas blanc ou noir, il y a aussi du gris. Et l'autre potentiel, c'est ça, c'est vraiment réunir toutes ces personnes qui ont du potentiel, qui se sentent différents, qui ont les mêmes avantages, quelque part, mais aussi les mêmes inconvénients, on va en parler certainement aussi. Et voilà, pour moi, ça, c'est l'autre potentiel, donc ça inclut, comme j'aime bien dire, on est tous l'autre potentiel d'un autre, on est tous complémentaires l'un par rapport à l'autre, et c'est ensemble qu'on peut faire en sorte que ce monde tourne mieux. Si chacun, c'est une phrase que voilà, je vais la lire, je la connais presque par cœur, mais qu'est-ce que je dis, ouais, ou est-ce que c'est... voilà, enfin peu importe. Je dis dans le livre que le monde s'appauvrit chaque fois que quelqu'un décide de ne pas utiliser son potentiel. Et ça, c'est pour moi la réalité. Et c'est ça aussi mon sentiment d'urgence. Donc, oui, vous êtes vraisemblablement ici tous des autres potentiels. Super. Et pour Isabelle, pour toi, avant qu'on parle du livre, c'est intéressant qu'on soit aligné, finalement, c'est quoi la vision de chacun par rapport au potentiel, parce que ça permettra aussi au public de comprendre mieux finalement votre démarche dans le livre. Donc pour toi, Isabelle, c'est quoi le haut potentiel? Alors, moi, je le décris, je te rejoins tout à fait, Marc. Je le décris d'ailleurs très vite. Mon héros se pose très vite la question dans Zebraska aussi, c'est de se dire cette hauteur qu'on sous-entend dans haut potentiel et dans tous les autres, les autres qualificatifs qui sont surdouance, haut potentiel. Il y en a plein d'autres, mais il y a toujours des sur, des hauts, qui sous-entendent qu'il y a une supériorité. Ce qui, je crois, est tout à fait erroné et, et induit en erreur non seulement les personnes qui pourraient prendre ça pour disons, une sorte de suffisance qui est tout à fait fausse, et aussi pour la personne concernée qui n'a pas du tout envie qu'on lui attribue ce qualificatif parce qu'effectivement, dans la majeure partie des cas, elle ne se sent pas du tout comme ça, que du contraire, très souvent, elle se sent à côté de la plaque, nulle, elle s'autoflagelle beaucoup, donc on n'est pas du tout dans cette dimension-là. D'où pour moi le titre de Zebraska, parce que je trouvais pour finir que de tous les qualificatifs que j'avais vus, c'était encore le petit mot zèbre qui était le moins pire. On peut encore se dire que dans les zèbres, il y a plein de zèbres différents, puisque toutes leurs lignes ne sont pas dans le même sens, ils n'ont pas les mêmes oreilles, ils n'ont pas les mêmes couleurs exactement, et ça leur permet aussi de pouvoir vivre à côté d'une antilope sans forcément se chamailler ou en s'entendant très bien. Donc je trouvais que c'était le qualificatif le moins atroce, parce que franchement, je ne trouvais pas vraiment... Alors il y a ovni aussi, hein, mais bon, ça sous-entend quand même qu'on est en dehors du monde. Or, un haut potentiel n'est pas forcément en dehors du monde. D'ailleurs, il ne doit pas l'être. C'est bien ça tout le problème. Voilà. Alors moi, le haut potentiel, en fait, je suis tombée dans la marmite du haut potentiel. Obélix, c'est dans la potion magique. Moi, c'est dans le haut potentiel. Avec mon fils, quand il a eu 6 ans, en fait, on s'est très vite rendu compte qu'il était différent, en ce sens qu'il a parlé très vite et il avait un langage très châtié. Il parlait comme les adultes. Donc, tout le monde le regardait un peu bizarrement. On disait, mais c'est quoi ce mot-là? Alors, en tant que parent, on ne s'est pas inquiété très vite parce qu'on a toujours aimé utiliser le bon mot. Donc, par exemple, on lui disait c'est un canard et pas c'est un coin-coin. Donc, on se disait s'il utilise le bon mot, c'est normal, c'est parce qu'on lui a appris le bon mot directement. On n'est pas passé par des onomatopées, des wou-wou, des coin-coin et voilà. Puis il a lu très vite et puis on s'est dit c'est normal avec une maman romancière qui a toujours des bouquins dans les mains. Il y a peut-être une forme de mimétisme aussi, et tant mieux, ça pourrait être de l'opposition, mais là, et donc on a toujours un petit peu essayé je parlerai pas de déni, mais de trouver une sorte d'excuse à ce comportement un peu différent de Tim, puisque c'est comme ça que s'appelle mon aîné. Je peux parler de lui parce que j'ai sa permission. Il a 19 ans aujourd'hui, il est adulte, donc j'ai sa permission de le citer et d'en parler tout à fait ouvertement.
Et on s'est rendu compte très vite qu'effectivement, il n'avait pas les mêmes centres d'intérêt que les autres enfants, qu'il avait une curiosité super aiguisée, euh, qu'il avait une forme de, enfin, un sens de la justice aussi super aiguisé, une forme d'empathie. Il était hypersensible, mais toujours de façon un peu excessive en fait, et qui ne trouvait pas sa place en fait. Et c'est ça qui nous inquiétait énormément, c'est qu'il ne trouvait pas sa place. Et à 6 ans, quand il s'est fait tester, euh, un peu par... en fait, il avait un petit problème de prononciation et lorsque on a été chez le logopède, on a dû bêtement faire un test de QI. On a eu la chance de tomber sur une personne qui était spécialisée dans le haut potentiel et qui m'a dit, par ici, madame, dites, votre fils, il est HP. Moi, je suis tombée des nues. Je dis, pardon, euh, c'est quoi? Et c'est là qu'on a commencé à découvrir ce que c'était que ce fameux haut potentiel. Euh, voilà, avec cette idée aussi pour moi d'avoir en face de moi non seulement un fils en souffrance, parce que effectivement, il ne trouvait pas que ce potentiel était un cadeau, en tout cas à la base. Ça a été un long travail, mais aussi ça a été pour moi un enfant miroir. Donc un enfant qui m'a remis en pleine figure mes propres douleurs et voilà, et mes propres questionnements par rapport au monde et par rapport à mes propres différences. Qu'est-ce qui t'a amené du coup à écrire un livre sur le sujet? Alors, dans un premier temps, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, les histoires et les romans en particulier ont un pouvoir très particulier. Depuis la nuit des temps, on écrit des histoires, enfin, on lit des histoires aux enfants, les grands-parents racontent des histoires, les parents racontent des histoires. Pourquoi ces histoires sont si importantes? C'est parce qu'on peut rentrer dans l'histoire et se l'approprier. Souvent, un romancier, s'il est publié, il va souvent vous dire que son livre ne lui appartient plus, qu'il va appartenir à celui qui le lit. Euh, et avec un roman, on fait rentrer le lecteur par les tripes dans l'histoire. Il s'approprie, il devient le héros, ou il est furieux contre ce héros, ou il s'approprie ses qualités ou non. Et donc, j'ai toujours trouvé que ces histoires étaient très importantes. Par contre, lorsque j'étais dans le feu de l'action, j'ai envie de dire, dans ce fameux haut potentiel qui était pour mon fils compliqué, nous avons eu 5 années très, très difficiles avec... moi, j'étais limite d'être en dépression. Mon gamin n'allait pas bien du tout, du tout. Au niveau familial, c'était très compliqué. J'aurais été évidemment totalement incapable d'écrire quoi que ce soit sur le haut potentiel. J'ai continué à écrire d'autres romans qui bizarrement on me disait m'était en joie alors que je ne l'étais pas du tout, comme quoi parfois l'inconscient qu'on met dans un livre, ça, c'est très curieux. Mais c'est vrai que ce haut potentiel, pendant la difficulté de la vie du haut potentiel, j'ai envie de dire, j'aurais été incapable de l'écrire. C'est bien après, quand il a commencé à aller mieux, que moi j'ai commencé à aller mieux, qu'on a commencé à répondre un petit peu ensemble à nos propres questionnements chacun, que je me suis dit, en fait, t'es romancière, ce serait vraiment ridicule avec tout ce que tu as vécu de ne pas écrire une histoire qui parle du haut potentiel. Alors, j'ai demandé à Tim sa permission aussi, parce que du coup, dès qu'il y a édition, ben, il y a journaliste, il y a questionnement, donc on est obligé de dire que ben, le sujet ne nous est pas tombé du plafond. Euh, et donc, c'est comme ça que j'ai eu envie d'écrire ce livre dans le but d'aider, d'ouvrir les cœurs et les esprits et d'aider vraiment les personnes qui avaient ce ressenti de la différence douloureux, j'ai envie de dire, ou du moins questionnant ou difficile, de pouvoir leur montrer à travers une histoire un chemin qui finissait bien, sans être niais pour autant, parce qu'on peut être profond en étant plein d'espoir et de lumière, mais aussi de pouvoir montrer aux personnes accompagnantes, aux proches, aux parents parfois, qui ne sont pas toujours les meilleurs conseillers, parce que moi je l'ai vécu comme ça en tout cas, de pouvoir aussi mieux comprendre ce que c'était. Et donc je pense que Zebraska était un livre qu'on a beaucoup laissé traîner sur les tables de salon, et qu'on laisse beaucoup traîner sur les tables de salon, parce que souvent il y a, lorsqu'il y a l'idée du haut potentiel qui arrive, une forme de déni parfois, soit de la personne qu'il est, soit des autres personnes. Mais non, tu n'es pas comme ça. Mais il suffit d'un peu plus serrer la vis. Mais non, mais fichu la paix, moi aussi, mon fils, il est comme ça. Et en fait, on se rend compte souvent que nos proches ou notre entourage sont dans une forme de déni par rapport à ça, parce que c'est méconnu, parce que justement, il y a peut-être ce haut potentiel qui est tellement pédant que c'est très compliqué d'accéder à ce que cela veut dire vraiment. Et du coup, j'ai senti cette nécessité d'avoir effectivement un roman qu'on pouvait laisser traîner sur la table de nuit, sur la table de salon,
qu'on pouvait passer à son grand ado, où on pouvait lire une phrase à son fils, où on pouvait passer aux grands-parents. Et moi, j'ai une amie très, très proche, qui est vraiment une de mes toutes grandes amies. Quand elle a lu le roman, elle est revenue chez moi très longtemps après l'avoir lu. Donc, je me suis dit, elle a détesté, elle ne veut pas me le dire. Voilà. Elle est revenue chez moi et elle m'a dit, Isabelle, je reviens chez toi après beaucoup de temps parce que j'ai l'impression d'être une mauvaise amie. Donc, je suis un peu surprise. Je lui dis, mais enfin, pourquoi tu me dis ça? Mais écoute, ça fait presque 20 ans que je te connais, on part en vacances ensemble et en fait, j'ai rien compris à ton fils. J'ai rien compris à tout ce que tu vivais. Pourtant, tu me le disais, pourtant, je le voyais. Et j'ai dû lire ton livre pour comprendre et pour rentrer dans l'histoire et pour comprendre ce que c'était cette différence-là. Et ça a été un cadeau merveilleux pour moi. Je lui ai dit, écoute, ne te prends pas pour une mauvaise amie parce que ce que tu me fais là, c'est un cadeau. C'est vraiment la preuve pour moi que par les histoires et par l'écrit, on peut parfois communiquer tellement plus euh, que juste dans l'oralité ou dans la vie de tous les jours parce qu'on a tous, en fait, nos filtres, nos croyances limitantes qui nous bloquent et qui nous font ne pas voir ce qui est pourtant évident et qui est en face de nous. Juste une petite question. Ouais, non, vas-y. Parce que moi, il y a quand même, quand j'avais vu ton livre, et je le montre ici, quand je l'ai lu, de se rendre compte que tu as vraiment créé un univers, c'est un univers dans le futur et tout. Qu'est-ce qui a fait que tu es parti dans cet univers futuriste? En fait, je me suis posé la question à un moment donné de me dire, mais dans quel monde est-ce que les gens différents se sentiraient bien? Parce que pour finir, on est tous différents. Enfin, je veux dire, quelque part, on a tous une différence. Simplement, dans nos sociétés, il y a des différences qui sont appréciées et il y a des différences qui sont plus rejetées. C'est-à-dire, eh bien, si on est, quand on est jeune, si on est bon en mathématiques, eh bien, on va aller dans une école où on est bon en mathématiques et on va pousser ceux qui sont bons en mathématiques et c'est ceux-là qui seront fatalement les bons élèves. C'est tout à fait ridicule, on est bien d'accord, on peut être complètement nul en mathématiques ici et, et pourtant avoir l'impression qu'on a d'autres qualités. On est aussi dans un monde qui est très formaté. On prône le formatage, on doit faire comme ceci, il faut rentrer dans les règles pour faire cela, il faut réussir son diplôme d'une telle manière, aller dans une telle école, se comporter d'une telle façon, porter de tels vêtements pour être admis. Alors pensez les adolescents qui ont besoin vraiment d'être admis dans un groupe parce que c'est l'âge où vraiment on a besoin d'être soutenu. C'est très compliqué pour quelqu'un qui se sent plus différent que la normale de pouvoir se faire cette place là-dedans. Donc, j'ai vraiment eu envie d'imaginer un monde dans lequel ces différences seraient acceptées. Et moi, je suis convaincue que le monde de demain, le monde qui nous attend, sera un monde qui sera dirigé par des gens divergents. Parce que pour moi, c'est la différence qui fait qu'on peut avancer. Si on se ressemble tous et qu'on pense tous la même chose, mon Dieu, c'est terrible. Enfin, je veux dire, on ne va plus faire un pas en avant. Le monde ne peut évoluer que par ceux qui ne suivent pas les chemins balisés. Donc, il y a une espèce, à un moment donné, je trouve dans notre monde aujourd'hui, de contrariété entre le fait de pouvoir se dire la différence est un cadeau et on doit l'exploiter, et la constatation que je fais aujourd'hui du monde actuel qui ne fonctionne pas comme ça. Et ça commence dans l'enseignement et ça continue après dans l'entreprise. Et pourquoi il y a des burn-out, c'est aussi à cause de ça, pour moi. Et donc, j'ai imaginé effectivement un monde de 2050 où mon jeune héros évoluerait au potentiel, tout à fait accepté. On accepte la différence est même prônée, poussée en avant. C'est un monde qui a connu ce que j'ai appelé la grande bascule, qui est une espèce de burn-out planétaire, qui a dû tout chambouler et on a dû repenser complètement notre manière de voir la vie et le monde. Donc, c'est un monde tourné vers l'avenir. Mais comme je n'aime pas trop le monde des bisounours non plus et que chaque époque a ses soucis, j'ai aussi imaginé que ce monde du futur aurait tellement honte de son passé et justement de la manière dont tout ça avait été géré qu'il n'y aurait plus d'histoire, par exemple, dans les cours. En classe, on ne parle plus d'histoire et qu'il n'y aurait plus de livres. Donc tout ce qui est d'avant la grande bascule, on essaie de ne plus en parler, on essaie de ne plus transmettre ça. Et donc, qu'est-ce qui va se passer dans le livre? Eh bien, c'est que notre Marty, notre héros, il va recevoir pour sa Noël de sa grand-mère, qui est un peu révolutionnaire. Il va recevoir
un livre de papier. D'abord, en 2050, il n'y a plus de livre de papier. Mon Dieu, quelle horreur. Et donc, il va recevoir un livre de papier qui raconte l'histoire d'un haut potentiel qui vit en 2015. Et il se dit, mais purée, qu'est-ce qu'il faisait pas bon vivre en 2015 quand on était différents. Et au fil des pages, il va surtout se rendre compte que ce jeune garçon dont il est question dans le livre qu'il reçoit, qui s'appelle Zebraska, eh bien, n'est autre que son propre père. Un papa qu'il admire et qu'il considère comme un dieu vivant. Et donc, il va tomber de haut et il va presque y avoir chez lui une nouvelle quête initiatique, puisqu'il va partir à la découverte de son père et à sa propre découverte de haut potentiel. Voilà, cette idée de pouvoir prendre de la distance dans le temps, c'est aussi pour justement ne pas me raconter. C'est une petite astuce de romancier, pouvoir se dire, voilà, je ne veux pas raconter mon histoire, ce que j'ai vécu avec mon fils, parce qu'il y a toute la partie de Zebraska qui se passe en 2015, qui est l'histoire vraiment de la relation entre la mère et le fils, et cette difficulté de rendre son fils heureux avec les moyens du bord. Et je me dis, il est hors de question que je raconte mon histoire et celle de mon fils, d'abord parce que ça n'intéresse personne, et puis je n'ai pas envie de raconter notre intimité. Et je pense de nouveau, comme je vous disais tout à l'heure, que la romance et la fiction permettent à la personne qui lit d'entrer par ses tripes dans le livre et de se l'approprier. Donc cette distance de romancier, je l'ai prise comment? En me mettant d'un côté dans la peau d'une grand-mère qui voit tout ça avec du recul, et donc souvent aussi avec de l'humour, parce qu'il y a des scènes vraiment que j'ai regardées d'en haut avec le recul, et où je me suis dit, oh Isabelle, tu avais l'air ridicule quand tu réagissais comme ça. Et du coup, ça m'a permis de le décrire de cette façon. Et puis de la distance aussi dans le temps, parce qu'en se bousculant en 2050, fatalement, j'étais obligée d'envisager les choses voilà, sous un autre revers. C'est vrai que quand on lit le roman, ben, on en discutait tout à l'heure, moi, une des choses que j'ai particulièrement appréciées, c'est qu'il y avait aussi cet angle de vue du lien parent-enfant. Il n'y a pas que le héros qui parle de lui-même, c'est aussi ben, justement, en tout cas nous à la maison, les enfants sont sans doute, on ne les a pas fait tester, nous, sont sans doute HP aussi. Mais avec, comme tu dis, tout le tiraillement entre se sentir unique et différent comme tout le monde se sent, vouloir être dans le moule comme tout le monde, ne pas savoir comment se positionner avec tout ça, toute cette hypersensibilité. Et oui, ça peut mener aussi à des souffrances. Et puis, ben, alors nous, on a notre position de parents aussi. Sans doute HP aussi, enfin toi tu te fais tester. Et dans le livre, moi ça m'a aussi souvent fait sourire de reconnaître certains comportements, oui, que nous on avait par rapport à comment on voyait aussi les enfants. Donc, je crois qu'il y a effectivement un côté rassurant que de se retrouver quelque part aussi en tant que parents, parce que quels que soient nos enfants, au potentiel ou non, ils ont fatalement leurs propres différences avec leur autre potentiel, comme dirait Marc, une fulgurance en musique, ils sont super bons en foot, ils sont nuls en maths, ils sont, ben voilà, comme tous les enfants, avec leurs différences. Et on a tous des difficultés en tant que parents à parfois louvoyer quand ils sont un peu malheureux, quand ils se sentent parfois un petit peu à côté de la plaque. Alors, évidemment, dans le haut potentiel, c'est comment dire, c'est excessif. C'est ça qui fait la différence, c'est que c'est souvent poussé à l'excès par rapport à un petit enfant qui a simplement sa personnalité et qui traverse son chemin. Et c'est vrai que c'est un des plus beaux cadeaux que j'ai eu à Zebraska, c'est cette forme de reconnaissance de gens qui venaient me dire merci, en fait merci parce que je me sens plus tout seul. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi merveilleux et c'est quelque chose dont on a besoin et moi dont j'ai eu terriblement besoin et ça m'a manqué. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est paradoxalement pas chez mes proches que j'ai pu trouver ce réconfort, alors que c'est là qu'on le cherche et qu'on le trouve en général quand même. C'est de me sentir moins seule en tant que maman de haut potentiel, mais aussi, comme je vous disais, en tant que maman recevant l'effet miroir de mon propre enfant et me repositionnant complètement par rapport à ma vie, à mes choix. Voilà, et ce n'était pas évident. Et en parler autour de soi, on n'a pas toujours une personne en face de soi qui nous écoute avec cet écho bienveillant. Et ce n'est pas toujours évident d'aller le chercher. Donc, je pense qu'effectivement, les gens qui sont là-dedans se regroupent à un moment donné pour se sentir un peu rassurés. Et le livre peut être aussi cet élément regroupant pour moi.
J'en profite pour dire à ceux qui nous suivent en direct, là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat pour que si vous avez des questions à Isabelle ou à Marc, n'hésitez pas à les écrire dans le chat, comme ça on peut les poser. Oui, moi j'ai peut-être envie du coup d'aller vers Marc. Ouais. Et moi, donc toi, ça c'est vraiment l'objectif, un des objectifs de ton livre, Marc, c'est de pouvoir mettre en avant le potentiel unique de chaque individu, qu'il soit HP ou pas finalement. Oui, j'ai une grande valeur de liberté, donc moi, me mettre une étiquette sur le front, déjà, je dis non. J'ai déjà dit ce que je pensais du terme haut potentiel, et avec ça, je rejoins complètement ce qu'Isabelle a dit et a confirmé. Du coup, j'ai oublié la question, c'était quoi? Est-ce que toi, on va aller plus précis peut-être. Donc, Oui. est-ce que toi, par rapport au test, par exemple, est-ce que Oui. tu trouves que c'est important de se faire tester ou pas? Alors ça dépend, mais vraiment de chacun. Moi, par exemple, j'ai vraiment ressenti le besoin de le savoir. D'abord pour être honnête aussi avec mes clients, donc pour mon job de coach, c'était important que je le sache. J'ai des clients qui, alors par exemple des jeunes clients qui, une fois que je leur en parle, souvent les parents me sonnent ou je les rencontre pour dire voilà, vous avez mis une hypothèse, parce que moi je ne diagnostique pas, je donne juste une intuition. Certains vont passer le test parce qu'ils en ressentent. Quand j'ai des adultes, c'est la même chose. Il y en a qui ressentent le besoin. Et puis, il y en a qui ne ressentent absolument pas le besoin, qui vont par contre peut-être lire un livre. On peut conseiller quelques livres. Et pour qui ça va suffire. Donc, pour moi, c'est vraiment un choix complètement personnel. Ça ne sert à rien de faire un diagnostic ou un test si on n'en fait rien et si on n'y voit pas le sens qu'il y a derrière. Donc après, voilà, le test n'est qu'un test. Et même, alors c'est ça qui est assez paradoxal, mais même une fois que le test est passé, il y a beaucoup d'HP qui remettent ça en question et qui disent mais j'ai eu de la chance. À mon avis, ils se sont trompés ou le psy a été super sympa avec moi. Il y a ce fameux complexe là de l'imposteur qui vient nous chatouiller. Et c'est logique parce que ça m'a traversé plusieurs fois l'esprit aussi de me dire oui, mais est-ce qu'ils m'ont pas trouvé juste sympa, quoi, et que voilà, ils voyaient que j'avais vraiment besoin de savoir, et du coup on m'a dit oui. Et tout à l'heure j'ai regardé le rapport et puis je me dis oui non, effectivement, il y a 5 ans, ils m'ont quand même bien décrit. Donc le test n'est vraiment pour moi pas obligatoire, sauf si on est en souffrance, qu'on a besoin vraiment de savoir. Et c'est pour ça, de nouveau, que l'autre potentiel, tu n'as pas besoin d'être diagnostiqué quelque part. C'est moi qui ai inventé le terme. Donc, et là, il y a personne qui peut me contrer là-dessus. Tester ou pas tester, finalement, ce qui est important, c'est de vivre ta vie et de savoir ce que tu vas faire de ton potentiel unique Voilà. dans ta vie. Ça, c'est vraiment comme ça que toi, tu accompagnes les gens à travers ton livre et puis à travers tes accompagnements individuels. Il n'y a rien de plus beau pour moi que quelqu'un qui utilise son potentiel. Je suis à chaque fois ému. Presque. Alors pourtant, Jean-Baptiste, il me connaît, je ne suis pas très dans les émotions, mais il y a un truc qui me fait pleurer à chaque fois, c'est quelqu'un qui réussit, qui arrive à exploiter à fond son potentiel. Et alors le potentiel artistique, ça me fait vibrer. Quand je vois quelqu'un sur scène. Pendant ma formation de coaching, j'avais été voir une comédie musicale, Robin des Bois, avec, comment est-ce qu'il s'appelle, Matt Pokora. Donc, mais je n'y allais pas pour lui. En fait, on avait rencontré un jeune Belge en plus, aux Francopholies de Spa, qui se produisait sur une petite scène. À l'époque, il devait avoir 15-16 ans, ça s'appelait Graines de Star. On a été le voir, et mes enfants se sont pris de sympathie pour ce jeune, et oui, mon fils plus que ma fille. Et en fait, pour faire plaisir à Baptiste, on a été voir la comédie musicale parce que Sacha avait réussi le casting et il était
la comédie, dans cette comédie musicale. Et quand il est arrivé sur scène pour interpréter sa chanson, parce que chaque artiste avait une chanson où il était en solo, puis pour le reste, ils chantaient tous ensemble, mais quand il est arrivé, c'était le seul Belge, on était au Palais 12 du Heysel, la salle s'est levée, ben moi, je ne sais pas me retenir à ce moment-là. Je trouve ça tellement beau, le potentiel que, voilà, moi, je ne peux qu'accompagner et je prends mon pied chaque fois qu'on termine un coaching ou que la personne me réécrit 2 ans ou 3 ans après pour me dire, ben voilà, tout ce que j'ai mis en place et je vis une vie de rêve, ben, je me dis, waouh, super. Et déjà aujourd'hui, juste avec le livre qui est sorti seulement pourtant au mois de juillet, j'ai reçu des mails, des vocaux sur Messenger, des personnes qui expriment leur gratitude parce qu'effectivement, comme Isabelle le disait, le livre peut aussi être quelque chose qui va déclencher quelque chose. Et tout à l'heure, vous avez tous les deux parlé de finalement aussi l'aspect souffrance qui peut exister chez quelqu'un qui est au potentiel. Et toi, Marc, tu disais, c'est les inconvénients du HP. C'est quoi les inconvénients du HP? Mais je pense, alors j'aime pas de nouveau les étiquettes et j'aime pas dire voilà que pour le HP c'est d'office ça, chacun va s'y reconnaître. Derrière tous les inconvénients, il y a des avantages. Alors je peux prendre par exemple, on a le perfectionnisme qui arrive très souvent. À la base, le perfectionnisme c'est une très belle qualité, mais comme l'a dit Isabelle, le HP il va aller très vite dans l'excès et du coup voilà ça peut lui pourrir la vie. La pensée en arborescence, qui est parfois critiquée, on prend ça comme un boulet parce que c'est vrai qu'on peut très vite se perdre dans nos idées. Pendant que je te parle, moi je suis en train de penser à tout ça. Et donc peut-être ça va m'arriver ce soir, j'essaye de canaliser le truc, mais parfois tout d'un coup je ne sais plus d'où je venais en fin de compte. Tu vois, c'est en train de m'arriver maintenant. Je n'ai même plus la question à laquelle… Mais donc, ce n'est pas tellement les inconvénients ou les avantages, c'est aussi le fait que tout soit en sur. C'est possible, oui. Aussi. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est souvent dans l'excès de notre qualité qu'on va se perdre. Et c'est juste prendre conscience de ça, en fait, qu'on a des pièges dans lesquels on peut tomber. Et il y a 2 possibilités. Soit on regarde le verre à moitié vide et on se plaint et on se dit… J'ai des clients qui, au départ, disent « Oh, je fais mon HP pour bien dire qu'il est HP et que qu'il faut l'excuser, que c'est à cause du fait qu'il soit HP que… mais en fin de compte, derrière tout ça, il y a le verre à moitié rempli. Et moi, je préfère regarder ce verre-là, en fait. Moi, je travaille en tout cas là-dessus. S'il y a quelque chose qui ne va pas, à la base, il y a une qualité. On voit comment juste on peut rééquilibrer la chose. Okay. Et ton livre, en fait, toi, tu l'as écrit avec quel objectif Avec quel objectif j'ai écrit mon livre? Vraiment aider les personnes qui ont du potentiel. En fait… Bon, très peu de personnes vont se faire coacher. Moi, je ne sais pas coacher tout le monde. Il y a plein de coachs, mais je ne sais pas coacher tout le monde. Et il y a des personnes pour qui le coaching n'est peut-être pas abordable. Et un livre, c'est beaucoup plus abordable. Donc, j'ai senti, comme je l'avais expliqué tout à l'heure, un sentiment d'urgence à le faire. Je voulais peut-être aussi le faire pour mes enfants. Je voulais le faire pour toutes les personnes que je connais. Et je sens qu'elles ont du potentiel. Et je pense que le livre peut, quel que soit le livre, mais le livre peut être une première étape aussi dans la prise de conscience. Et j'ai par exemple, j'ai eu dernièrement quelqu'un qui m'a dit, je suis en train de lire ton livre et de faire les exercices que tu proposes. Ce sont des exercices que je connais. Mais vu que j'oriente d'une certaine manière et qu'on est plus axé sur le potentiel, ça donne parfois d'autres résultats, de nouvelles prises de conscience. Et une fois que ça c'est fait, si la personne s'est avancée toute seule et que ça lui suffit, c'est génial. Moi, je m'étais dit, si je peux ne fût-ce qu'aider une personne que je rencontre, que je ne connais pas et qui me dit « Monsieur, votre livre m'a aidé », moi c'est le meilleur salaire que je peux avoir, en fait. Donc voilà pourquoi je l'ai écrit, c'est pour aider cette personne. Force est de constater que j'en ai déjà aidé plus qu'une, donc tant mieux. Et j'espère qu'on en aidera encore tout plein. Mais pour tous ces jeunes et pour tous ces adultes qui ont du potentiel, parce que de nouveau, je le dis, le monde a besoin de ça. Les divergents prendront le pouvoir, si j'ai bien compris, mais on a besoin de chacun, de notre différence. C'est ça qui va faire
qui va faire évoluer notre monde aujourd'hui. Si tout le monde vivait dans son potentiel, mais ça, je suis persuadé qu'on n'en serait pas là aujourd'hui, hein. Et, Marc, pour que les gens puissent comprendre, parce qu'on a vu par rapport à Isabelle, ben, finalement, c'est l'histoire, c'est raconter une histoire, un roman. Ici, quand tu parles d'un livre de développement personnel, qu'est-ce que ça veut dire? Hein, parce que tu parles d'exercice et tout, mais tu peux expliquer pour que les gens puissent Ouais. comprendre. En fait, le premier éditeur qui m'avait répondu oui, parce que j'ai eu la chance d'en avoir plusieurs et de pouvoir faire mon choix, m'avait vraiment, je trouvais bien décrit le livre. Il m'avait dit que, en fait, j'étais comme une sorte de guide qui amenait vraiment le lecteur à prendre conscience de son potentiel et à éviter ses pièges. Donc, c'est un livre, on pourrait aussi dire, c'est un livre de coaching. Hein, j'ai déjà entendu ça aussi. Parce qu'il y a en fait il y a du contenu. Je donne beaucoup d'exemples concrets de ma pratique de coach avec des cas réels. Bon, j'ai transformé les prénoms, j'ai parfois mélangé deux situations pour pas que ce soit trop reconnaissable. Mais tout ce qui est écrit dans le livre a vraiment existé, est réel, et ces gens, ils existent. Donc il y a à la fois du contenu, à la fois il y a des exemples, du concret. Donc on peut franchement s'y reconnaître. J'ai des lecteurs qui m'ont dit, mais voilà, j'ai lu votre livre et je m'y suis reconnu. Et c'est la première fois que j'ai cette sensation que je ne suis pas seul, comme disait Isabelle tout à l'heure. Hein. Voilà, j'ai perdu le fil de mes pensées, mais donc oui. Et alors il y a voilà, ce que je voulais encore dire, c'est qu'il y a aussi des exercices pratiques, des exercices pour vraiment faire avancer le lecteur à se poser des questions. C'est pas des choses très compliquées, mais il faut juste prendre le temps d'y répondre. Alors, il y a deux manières de lire le livre. Soit tu le lis d'abord d'une traite et tu te dis, je vais faire les exercices après. Et puis, bien sûr, tu fais les exercices après. Et j'encourage à avoir un petit journal de bord pour noter tout ce qu'on trouve sur soi dans ce livre, parce que ça peut être des questions aussi un peu confrontantes. Et puis, il y a les lecteurs qui, eux, prennent le livre. Alors là, ils sont partis sur plusieurs mois, du coup, hein, se disent, je vais faire chapitre par chapitre, et je vais faire les choses de manière très scolaire, et je vais faire les exercices au fur et à mesure que j'avance dans ce livre. Mais si vous le lisez d'abord le livre avec tout le contenu sans faire les exercices, et puis que vous dites en fonction de vos priorités, de dire ben, je vais aller sur tel chapitre et je vais faire les exercices de ce chapitre-là parce que ça c'est quelque chose qui pourrait m'aider, ben, ça fonctionne très bien aussi. Voilà pourquoi c'est un livre de développement personnel. Mais Isabelle m'a donné l'envie d'écrire un roman. Mais je ne sais pas comment je vais le faire, mais voilà, tu m'as fait rêver là, Isabelle. Ah ben, je suis ravie. Ben, du coup, on peut retourner sur Isabelle. Oui. En tout cas, quand on lit le livre, Isabelle, on sent que toi, tu as envie, au travers du livre, de prôner avant tout la différence et comment faire inclure cette différence dans la société. Et une des différences qui est mentionnée, c'est aussi l'hypersensibilité. Après, tout à l'heure, j'entendais Marc qui disait, ben, c'est pas parce qu'on est hypersensible qu'on est HP et le contraire. Qu'est-ce que toi, tu penses? Est-ce que c'est quelque chose que tu as vu avec ton fils et vécu avec ton fils? Oui, chez lui, c'est très flagrant, cette hypersensibilité. Alors, beaucoup de personnes à haut potentiel sont hypersensibles, mais elles ne le sont pas. Effectivement, tout est dans l'autre sens. Il y a beaucoup de gens qui sont hypersensibles et qui sont pas au potentiel. Donc, mais il y a, comment dire, il y a un solide pont entre les deux, on va dire ça comme ça. Et donc, c'est vrai que dans les caractéristiques des hauts potentiels classiquement établies, de nouveau, un haut potentiel va tout de suite se reconnaître dans ce genre de caractéristiques, mais il ne faut pas toutes les avoir pour être forcément haut potentiel. Donc, tout ça est très compliqué, comme les tests ne sont pas parfaits non plus. Si on se fait tester je crois qu'il faut se faire aussi tester par une personne qui est tout à fait compétente et qui sait analyser exactement les tests et pas juste regarder le chiffre de la moyenne qui ne veut absolument rien dire. Voilà, donc ça, c'est vraiment un détail à souligner, c'est qu'il faut aller faire ces tests chez des personnes vraiment qui ont l'habitude de faire ça et qui connaissent le sujet. Et voilà, je suis comme Marc, je suis partie, et je ne sais plus ce que tu m'as posé comme question. Ah oui, l'hypersensibilité, c'est revenu, c'est revenu. Alors l'hypersensibilité, oui, chez mon fils, elle était flagrante. Et de nouveau, comme c'est dans l'excès, c'était quelque chose
il y avait derrière cette hypersensibilité presque un aspect têtu. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai envie de dire, voilà, il y a un ami qui lui disait à l'école, oh, dégage, mais les jeunes, ils parlent comme ça aujourd'hui. Ils se disent, dégage, t'es con. Voilà, et parfois, moi, ça me choque, et puis parfois, je me rends compte que c'est leur manière c'est la manière de se dire, allez, mon pote, allez, pousse-toi 2 minutes. Je veux dire, nous, on le dirait de notre génération différemment, mais eux, ils parlent comme ça. C'est parfois très dur, moi, je trouve. Mais je sais que quand lui, par exemple, on lui disait dégage quand il était plus jeune, ça le heurtait. Il revenait à la maison, il disait, mais maman, moi, je ne dirais même pas ça au chien, quoi. Et donc, cette hypersensibilité, fatalement, s'il prend ça au premier degré, dégage, c'est terrible. C'est vraiment horrible. Dans Zebraska, par exemple, je prends l'exemple où et j'ai vécu quelque chose de similaire, où il propose quelque chose de radical. Le héros, il est encore à l'école primaire, et son directeur, à cette proposition, lui dit, mais tu es un petit Hitler, toi. Évidemment, il n'a pas pensé à mal, c'était très maladroit, on est tous bien d'accord. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand mon fils s'est un peu renseigné sur Hitler? Il n'en a pas dormi pendant des nuits. Parce que bien sûr, quelqu'un qui prend ça avec toute son hypersensibilité, c'est terrible. Donc cette hypersensibilité, dans un premier temps, peut être vraiment perçue comme un fardeau, parce qu'elle peut être douloureuse, tout simplement, puisqu'on n'a pas de filtre, en fait. Tout nous vient comme ça. Et donc, il faut apprendre juste à la gérer, c'est tout. Il ne faut pas l'enlever, parce que c'est aussi un terrible cadeau. Cette hypersensibilité, ça permet évidemment d'aller sentir et ressentir des choses que certaines personnes ne sentent et ne ressentent jamais. Je vais vous donner un exemple. J'ai toujours des gens qui posent la question de dire, mais où est-ce que tu trouves tes idées? C'est une question, je suis incapable de répondre à cette question. À la limite, j'ai trop d'idées. Ça m'arrive tout en même temps, ça me fuse tout le temps. Je dois aller noter. Parfois, j'ai 10 livres. Je dis non, mais non, Isabelle, tu choisis un thème et tu écris un livre. Tu ne vas pas faire 10 livres en un. Personne qui ne va rien comprendre. Et toi, tu vas partir dans tous les sens. Et les gens me disent, mais oui, mais je ne comprends pas d'où ça vient, tous ces trucs. Je dis, mais pour moi, écrire, c'est vivre. Je sors, je vois quelqu'un, paf, j'ai une idée sur un personnage. Puis je sens une odeur de goudron, je me dis, ah, cette odeur est très particulière, ça me rappelle quelque chose, il faut absolument que je mette ça dans le livre. En fait, c'est un peu comme si les 5 sens étaient en éveil tout le temps, qu'il n'y avait pas de bouton off. Ça, c'est une grosse caractéristique aussi. Et donc, évidemment, ça a un côté hyper épuisant de ne pas avoir ce bouton off, mais d'un autre côté, quelle magie aussi. L'excès, c'est magique, ça permet de ne pas avoir une vie médiane. Et donc, moi, tout mon but a été avec mon garçon et avec moi-même, par ce fameux effet miroir dont je vous parlais tout à l'heure, de pouvoir construire quelque chose de fabuleux à partir de quelque chose qui, au départ, paraissait plutôt un combat ou difficile. Et tout ça est passé très fort pour mon fils à travers l'idée du sens. Et ça, c'est quelque chose qui revient très souvent aussi chez les personnes à haut potentiel, c'est qu'il faut que les choses fassent sens. Combien de fois j'ai pas entendu mon fils qui rentrait en disant « ça n'a aucun sens, je n'étudierai pas ça. De toute façon, je n'aime pas ce prof. » Mon Dieu, qu'est-ce que je vais mettre des heures pour lui expliquer que de toute façon, sa mission à l'école, c'était pas d'aimer le prof, c'était pas de donner du sens à ce qu'il disait, c'était de ramener des points parce que le but était de sortir le plus vite possible de là pour qu'il puisse enfin faire ce qu'il veut. C'est très triste, mais c'est un peu le lot de notre enseignement classique encore aujourd'hui. Et donc, donner du sens a été très, très important pour le faire avancer. Je vais vous donner un exemple que je donne très souvent, mais qui est très parlant. Un jour, il rentre à la maison et il me dit fais-moi un peu faire mon vocabulaire en néerlandais. Je suis très étonnée parce que d'habitude, ce n'est pas le genre de question qu'il me posait. Et puis, il me dit chaque fois de huis. Ça m'énerve. Je dis mais non, Tim, het huis. Elle me dit mais on s'en fout, maman. Si je dis de huis, les gens en néerlandais, ils vont me comprendre. Donc, c'est quoi l'intérêt? Alors, je lui dis écoute, d'abord, c'est pas très joli. Si tu as un néerlandophone qui vient chez toi qui dit on rentre dans le maison, ça va un peu te choquer, tu vas préférer qu'ils disent dans la maison, c'est plus joli. Et puis bon, toi qui es tellement perfectionniste, tu m'étonnes de ne pas vouloir faire les choses à fond. Oui, mais dis, je ne comprends pas le sens. Je ne vois pas pourquoi je devrais étudier bêtement par cœur un truc, alors qu'on me comprend si je dis de... Je me dis, bon, on va se bagarrer pendant 1 heure, c'est pas la peine, on va prendre les choses autrement. Et donc, je lui dis, bon, Tim, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Ah, je veux construire des prothèses 3D pour les gens qui ont perdu des jambes et des bras. Ah super, je dis, bon, je savais cela évidemment. Je dis, qu'est-ce que tu dois faire comme étude pour ça? Je devrais faire ingénieur. Ah bon, et quel genre de diplôme il te faudra? Je devrais réussir le collège avant.
Ah, et qu'est-ce que tu as comme cours au collège? Ben, j'ai sciences, j'ai maths, j'ai néerlandais. Ah, tu as néerlandais, tiens, tiens. Mais j'y mets en réto, si tu dis toujours de Heus, mais tu n'auras pas ton diplôme. Donc, à un moment donné, si tu veux plus tard construire des prothèses pour les enfants qui ont perdu leurs jambes et leurs bras, mais tu dois dire Heus. Et tout à coup, il m'a regardé et ça a pris du sens pour lui de dire Heus. Simplement ça. Et du coup, ça n'a plus été un problème d'étudier son vocabulaire en néerlandais. Donc, cette hypersensibilité par rapport à tout ça, et cet excès comme ça, ce côté un peu têtu qu'il peut y avoir derrière tout ça aussi, est à la fois un terrible cadeau, mais peut être aussi un frein si on ne s'en rend pas compte. Et donc là, je rejoins aussi tout à fait Marc. Pour moi, il n'y a pas de nécessité de se faire tester si tout va bien. Si on a les pieds plats et qu'on n'a pas mal aux pieds, on ne va pas aller se mettre des semelles, hein, ça ne sert à rien, quoi. Je veux dire, c'est un peu la même chose, ça n'a pas de sens. S'il y a une souffrance derrière, c'est plus simple pour moi de se faire tester parce qu'après, on va savoir ce sur quoi on peut travailler. On va comprendre le pourquoi des choses. Tiens, pourquoi je me sens à côté de la plaque? Tiens, pourquoi moi, j'ai eu des gens, des lecteurs de Zebraska qui m'ont dit, c'est dingue, je me suis fait tester et tout à coup, je me suis dit, je ne suis pas fou. J'ai enfin compris qui j'étais, je ne suis pas fou. Et donc, c'était des gens qui, pendant 30 ans, 40 ans, c'était cru complètement dingue, à côté de la plaque, pas comme ils ressentaient un malaise par rapport à ça. Et cette hypersensibilité là aussi, parce que du coup, ce malaise, il est énorme. C'est pas un petit malaise, c'est tout de suite un énorme malaise. Ça empêche de dormir. Voilà, donc cette hypersensibilité est à double sens et je pense qu'il faut, en fait, il faut l'apprivoiser. Et une fois qu'on l'a apprivoisée, elle est magnifique. C'est aussi souvent une incompréhension. La personne HP a l'impression que, que tout le monde a les mêmes ressentis et fonctionne de la même façon que lui. Et donc, en tout cas, après, à un moment, quand on comprend, ben non, tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Ah, ok. Du coup, on comprend mieux les réactions des autres par rapport à nous. Ça permet de s'adapter, d'adapter sa façon de se comporter ou de parler avec les autres. On a l'impression que tout le monde ressent tout de la même façon, hein, que tout le monde a ses sens hyper développés. Mais c'est vrai que de se dire qu'on a une manière de penser, d'avoir l'empathie suffisante, de se mettre à la place de l'autre, ce que je disais souvent à Tim aussi, ça va dans les deux sens. Je trouve que tu demandes, parce qu'on est toujours tout gentil, Marc disait tout à l'heure, prendre le haut potentiel comme une excuse. Non, je suis désolée, c'est pas notre personnalité, c'est pas le haut potentiel, c'est une partie de ce qu'on est, comme on peut être gros, mince, avec des cheveux noirs, c'est une partie de nous, ce n'est pas nous. Et donc, moi, quand j'avais Tim qui, chaque fois quelque chose n'allait pas, il disait, oui, mais maman, c'est parce que je suis HP. Ça m'énervait à un point, mais vous ne pouvez même pas imaginer. Et je lui disais aussi souvent, mais je dis, tu demandes beaucoup aux autres. Tu demandes aux autres de te comprendre. Tu ne comprends pas que quand toi, tu as envie de lire ta BD en paix, eux, ils ont envie de jouer au foot et qu'ils trouvent ça ridicule que tu lises ta BD. Mais toi, tu trouves ça ridicule qu'ils jouent au foot. Tu trouves ça nul. Tu trouves ça... Mais mets-toi aussi à leur place à eux. La première chose que tu dois peut-être faire, c'est de te mettre à leur place à eux pour comprendre comment eux, ça fonctionne dans leur tête, puisque ça ne fonctionne pas tout à fait comme chez toi. Et après, tu pourras peut-être leur demander de faire cet effort dans l'autre sens. Mais si toi, tu n'es déjà pas prêt à le faire, ça va être difficile pour vous de vous rencontrer et toi de t'aimer toi-même, parce que c'est aussi un des gros problèmes souvent chez les personnes à haut potentiel ou hypersensibles, ou qui cherchent leur autre potentiel, en tout cas de s'aimer soi-même et de reconnaître ce potentiel, de pouvoir dire... j'ai lu, Marc, dans le début de ton livre, une phrase que tu citais de je ne sais plus qui m'a vraiment parlé énormément, qui est qui suis-je pour ne pas briller? Et en fait, c'est ça, le haut potentiel, il va se dire au départ le contraire. Il va se dire, mais qui suis-je pour oser dire que j'ai cette force-là, ou cette faculté-là, ou ce talent-là? Et du coup, c'est très beau de se dire qu'on peut inverser et qu'on peut dire, mais en fait, de passer du pourquoi au pourquoi pas. Parce qu'on l'admet très bien des autres, alors pourquoi pas l'admettre de soi-même? Et il y a pour ça chez le haut potentiel souvent aussi une forme d'autoflagellation et de ce fameux syndrome de l'imposteur, de se dire mais non, pas moi. Moi. Alors qu'on a l'impression que le haut potentiel peut être parfois arrogant, qui peut parfois le prendre de haut, qui peut parfois faire des remarques un peu désobligées. Quand on les connaît bien, les hauts potentiels, on sait ils se sentent souvent tellement pas à la hauteur que c'est terriblement paradoxal.
Et ben justement, sur ce sujet, Marc, c'est quoi pour toi le cadeau de l'autre potentiel? C'est quoi le cadeau de l'autre potentiel? Alors, je peux déjà parler pour moi. Moi, le cadeau, ça a été justement de pouvoir croire à mon potentiel. Euh, ça m'a donné plein de permissions, hein. Le Mhm. fait, le fait de savoir que j'étais à haut potentiel, ça a déclenché tellement de choses en moi. Et le cadeau, ben, c'est la différence, en fait. C'est se rendre compte que on a chacun du potentiel. C'est pouvoir mettre, j'aime bien dire, mettre une image, du son, une odeur, du goût sur son potentiel, pouvoir le concrétiser, se dire que on est quelque part unique, parce qu'on est tous uniques sur cette terre. Hein. Il y a pas, tous les HP ne sont pas identiques, fort heureusement. Chacun est présent avec son potentiel à lui. Et, euh, et c'est un cadeau pour lui, ce potentiel, et c'est un cadeau pour tous ceux qui l'entourent. Mais Pour... aujourd'hui, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui disent, ouais, attends, ils sont gentils ceux-là, mais moi, pour l'instant, je vois aucun cadeau dans ce haut potentiel, ou peut-être que je suis rien du tout parce que moi, ça me parle pas du tout. Donc, qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces gens? Est-ce qu'on peut leur dire, bah alors ça c'est une question très difficile, très large, parce que chacun à nouveau va être différent. Euh, il y a, bah, d'abord, je leur dirais, il y a un livre super qui s'appelle L'autre potentiel à lire, parce que justement, c'est pour ça, quand on a l'impression qu'on est noyé par voilà, oui, qu'on regarde plus le verre à moitié vide que le verre à moitié rempli, bah, il faut se mettre en route, il faut déjà avoir cette volonté aussi, c'est déjà se poser la question, tiens, qu'est-ce qui fait que je regarde le verre à moitié vide? Quels sont les avantages en fait que j'ai à voir le verre à moitié vide, à dire ce n'est qu'un boulet? Il y a aussi un livre, le livre de Catherine Devreux, que je trouve franchement pas mal pour expliquer le haut potentiel, qui s'appelle Du boulet au cadeau. Il faut savoir que l'être humain, il est conçu pour voir d'abord le négatif, hein, d'abord voir tout ce qui ne va pas. Et la personne alors de nouveau, tout ça se fait au niveau inconscient, hein, je ne fais pas de jugement ici, mais quelque part, la personne qui va vraiment voilà, ne voir que le côté négatif, quelque part, il y a quelque chose qui l'arrange là-dedans. Hein, c'est peut-être, alors je prends des exemples avec mes clients, mais un exemple, voilà, si moi je me plains, c'est de dire que peut-être à force de me plaindre, ben, ma femme au moins elle s'occupe de moi, elle est toujours là, oh, oh, mon pauvre chéri, et du coup j'ai une sorte de reconnaissance. Voilà, donc je ne sais plus la question, mais Qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui nous écoutent et qui oui, ne voient pas le haut potentiel? Tu as vu que pour le coup, je parviens à rester focus, hein? ouais, tu parviens à rester focus, c'est bien. Je travaille. Mais ce qu'on peut dire, c'est de travailler le muscle et d'aller voir de nouveau derrière les inconvénients, c'est quoi les avantages. Il n'y a aucune situation sur cette terre, aucun projet, aucune situation qui n'a que des avantages ou qui n'a que des inconvénients. D'office, si on ne voit que les avantages ou les inconvénients, on a une perception qui est complètement déséquilibrée. Et donc, il faut rééquilibrer quelque part la perception. C'est aller à la recherche de tout ce qu'on ne voit pas en fait. Qu'est-ce qu'il y a de beau dans ma vie? Juste la journée d'aujourd'hui, en fin de compte, quel est le cadeau que j'ai eu aujourd'hui? Parce que peut-être j'ai une pensée en arborescence, ben aujourd'hui j'ai eu des idées. Ah, peut-être que je ne peux pas encore toutes les mettre en pratique, mais il y a peut-être une idée que je vais pouvoir exploiter. Mais si je suis focus sur ce qui ne fonctionne pas, ben cette idée, elle va passer à la poubelle. Donc, c'est à un moment donné rééquilibrer la perception. Ça, c'est vraiment le grand conseil que moi je peux donner, c'est de se rendre compte et déjà juste prendre conscience que si on n'est que oh c'est tout beau, tout joli, on est sur la planète des bisounours, c'est pas ok parce qu'à un moment donné on va se prendre le mur et ça va pas nous plaire. Et puis si on ne voit que le côté négatif, eh ben franchement c'est pas top, hein, c'est pas top de vivre, j'imagine comme ça.
Alors, c'est juste accepter les avantages et accepter les inconvénients. Mais c'est oser briller aussi à un moment donné. Parce que les avantages, c'est se mettre en avant, c'est sortir de sa zone de confort, c'est reconnaître ses qualités, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, mettre une image, un son sur notre potentiel et faire des actions avec ça. Pour le moment, sur la page de l'autre potentiel, je donne quelques exercices à faire justement aux personnes qui souhaitent avancer sur ce chemin-là. En plus du livre, voilà, j'ai décidé de donner encore des nouvelles pistes parce que ça me tient à cœur. Au plus de nouveau on sera nombreux à le faire, au mieux ce sera. Est-ce que j'ai répondu à ta Oui, question? oui, mais tout à fait. Je pense qu'une première étape, c'est effectivement de commencer à voir les choses différemment. C'est apprendre à se connaître aussi. Hein, voilà, on a parlé des hypersensibles. Eux, ils vont tout ressentir au niveau de leur cœur, de leur sensibilité. Ça peut leur jouer des tours. Comme il y a des personnes qui vont être très fortes dans le mental et ils vont ruminer. Voilà, on leur dit une chose, ils disent ouais, ouais, et puis après, c'est l'usine à penser qui vient oui, mais si, oui, mais ça, et puis on est parti et on est complètement déconnecté finalement de soi, de son corps, de son cœur. Il y a des gens qui vont être hyper actifs. Hein, et là, ils vont aussi se déconnecter des autres parties de leur corps, oui, des autres parties de leur corps, c'est bien ce que je veux dire. Puis il y a des gens qui vont être plus connectés et se déconnecter du monde qui les entoure. Et donc, je pense que c'est important pour chaque personne de comprendre c'est quoi son mode de fonctionnement. Et à partir de là, de se dire, OK, attention, là, oui, hein, ma pensée, je suis reparti. OK, c'était quoi, comme vous avez fait, hein, et vous l'avez démontré, c'était quoi la question? On revient. Hop. Hein? Ah, ouais, je suis reparti trop dans mes émotions. Ah, c'était quoi on était parti avec quoi? C'est quoi mon besoin? Ah, voilà. Hein, et de vraiment utiliser ce qu'on a, hein, son corps, son cœur, sa tête, son esprit, pour revenir et apprendre à mieux réagir face à ces situations. Ouais. Alors ça me rappelle justement une histoire réelle de nouveau. Une de mes clientes qui vient, et c'était une jeune cliente qui vient donc pour son orientation, pour chercher ce qu'elle peut faire de sa vie. Et elle, c'était hypersensible, hyper émotive, c'est-à-dire que très vite, elle pleurait. Et dans le coaching, du coup, elle a pleuré très souvent. Mais elle avait quel âge? Elle avait d'avoir 17 ans. Pendant 17 ans, elle a entendu que pleurer, montrer ses émotions, c'est faire preuve de faiblesse. Elle est avec cette croyance. Alors effectivement, c'est un boulet à ce moment-là. Et avec le coaching, j'ai réussi petit à petit à lui faire prendre conscience que derrière ce qu'elle appelait une faiblesse, il y avait une énorme force. Et on a cherché ensemble à voir quel était le cadeau qu'il y avait derrière. On a rééquilibré la perception. Et aujourd'hui, elle est partie dans un projet de photographe. Et elle m'a envoyé un superbe mail il y a quelques mois pour me dire que ce projet est en train de se mettre sur pied. Elle est partie dans un truc qui est vraiment que quelqu'un qui n'a pas son hypersensibilité ou son hyper-émotivité ne va pas pouvoir faire. Parce qu'en fait, elle s'est rendue compte que juste ses larmes, c'était beau. Voilà, c'est ça la différence entre le prendre comme un boulet et le prendre en fait comme un cadeau. Qu'est-ce que j'en fais? C'est reconvertir notre inconvénient en fait et dire ok, c'est quoi l'opportunité qu'il y a derrière? C'est quoi le cadeau qu'il y a derrière? C'est ça, et aussi, c'est vrai que ça commence par pouvoir reconnaître ces modes de fonctionnement, hein, et de pouvoir dire, ah, ça y est, là, je suis en train de partir là-bas, qu'est-ce que je choisis de faire aujourd'hui? Et j'imagine que Isabelle, c'est ce que tu as fait aussi avec ton fils, et c'est un peu tout des réajustements de notre façon de fonctionner pour aller vers le côté positif de chacun de ces aspects de personnalité. Oui, moi j'aimerais bien rebondir là-dessus en parlant, en reprenant la métaphore du héros par rapport de nouveau aux histoires. Quand mon fils était en souffrance, et donc moi aussi, je vous ai dit, on a vécu vraiment 5 années très difficiles. On était dans ce sombre, dans ce noir. Il y a eu vraiment des menaces au suicide. Il y a eu des choses très graves qui se sont vraiment passées, qui nous ont beaucoup inquiétés.
beaucoup de noirceur et donc beaucoup de moments où effectivement c'était difficile de voir le verre à moitié plein ou de mettre, comme je dis souvent, ces lunettes, d'enlever les lunettes noires et de mettre les lunettes roses quelques instants. Ça a été vraiment très, très compliqué, très sombre. Il y avait cette idée que tout ça était difficile et lourd et dur. Et donc, il y a eu un véritable travail derrière tout ça. Et le travail, qu'est-ce qui nous a aidés? Ça a été de pouvoir parler avec d'autres, de se sentir moins seul, de lire. On a énormément lu, mon fils aussi. Je lui faisais lire. On a aussi cherché dans tout ce qui était dérivé, ce qui pouvait plaire dans les sports, par exemple, Tim a commencé à faire de l'impro. Il a dit, maman, j'adore, quand je suis là, je suis moins Zarbi que les autres, quoi. C'est un nid à Zarbi, quoi. C'est vraiment fou. On est tous différents. Il dit, j'adore parce que la première règle, c'est on rit ensemble, tout le monde ensemble, personne ne rit de personne. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... Donc, il y a déjà la règle est claire au départ et tout le monde y adhère. Et c'est vrai moi, quand j'allais le voir à ses camps d'impro, l'idée n'était même pas qu'il ait du talent en impro, on s'en foutait. L'idée était qu'on voyait là des gens qui trouvaient refuge. On avait là, il y avait des jeunes, 2 personnes qui étaient obèses, de jeunes obèses, qui aussi se sentaient rejetés, qui à l'impro, ils étaient sur scène, ils étaient mais merveilleux, c'était incroyable. On avait plusieurs jeunes qui étaient homosexuels, aussi complètement refoulés dans la réalité et qui là exultaient complètement et ne se cachaient pas du tout de leur préférence sexuelle. Il y avait même une personne qui était autiste, c'était quand même plus difficile à gérer, qui elle venait et partait. C'était assez formidable de voir ça et il y était comme un poisson dans l'eau, non pas parce qu'il se sentait plus proche de cela, mais simplement parce que la différence était tout bonnement acceptée. Et donc on peut aller chercher sur le côté aussi, c'est souvent du parascolaire parce que c'est souvent malheureusement pas à l'école qu'on va trouver ce genre de chouettes choses. Par exemple, Tim a commencé à faire du Krav Maga. Du Krav Maga, t'es dingue, sport de combat israélien, ça va pas ou quoi? Je dis, mais non, ça dépend avec qui on le fait. Le professeur de Krav Maga est extraordinaire. Il dit, la première chose que vous devez faire quand il y a un combat ou un danger, c'est fuir. Après, si vous ne pouvez pas éviter le combat, ben moi, je vais vous montrer comment vous en sortir, quoi. C'est tout. Et donc, il a commencé, et je l'ai vu se transformer physiquement. Lui qui marchait les épaules rentrées, toujours l'air de dire, je vais me prendre un truc sur le coin de la tête. Il a commencé à marcher droit. Il a commencé à, quand on lui piquait sa veste ou son écharpe ou qu'on l'ennuyait, à dire, maintenant tu me rends ton écharpe ou ça va mal se passer. Alors qu'avant, il faisait profil bas, il laissait ça de côté. Donc, je l'ai vu se transformer à travers des choses qu'il a pu gober sur le côté. Et puis, à travers aussi la lecture. J'en reviens toujours à ça et j'ai la chance qu'il aime lire. Je l'ai fait beaucoup lire, je choisissais un peu, je guidais, je laissais aussi traîner sur la table du salon des livres que j'avais envie qu'il lise. Et comme il est très curieux et qu'il aime lire, il les prenait. Je lui lisais des phrases qu'on partageait ensemble et parfois on pleurait parce que tellement ça nous parlait. Et alors je lui disais, mais Tim, est-ce que tu t'es déjà rendu compte que dans les livres, les héros, ils sont tous à haut potentiel? Ils s'en prennent plein la tête au début, ils doivent se battre pendant tout le livre, ils ont plein de gens qui sont contre eux. Et à la fin, bon, ben souvent quand même, ils gagnent. Mais je dis, mais c'est souvent ça, ils ont des défauts, ils sont mal dans leur peau, ils sont souvent rejetés, mais c'est ça un héros. Alors j'ai dit, tu veux être un figurant ou un héros? C'est quand même plus sympa d'être un héros. Donc là, il y a un potentiel effectivement à développer et tu dois le voir positivement. Et c'est vrai que du coup, ça prenait une autre dimension que de se dire, tiens, c'est vrai, en fait, le héros, si tout va bien, s'il ressemble aux autres, s'il n'a pas de soucis, mais qu'est-ce qu'on s'ennuie quand on lit 3 pages et puis il n'y a plus rien à écrire sur le gars. Donc, à un moment donné, il y avait aussi cette prise de conscience du côté positif de cela. Et ça passe effectivement par une forme de reconnaissance, d'acceptation, d'acceptation de soi et de l'autre, et d'accepter aussi de prendre cette place dans le monde qui nous revient et d'enlever cette idée qu'on vaut moins qu'un autre, parce que je pense qu'il y a beaucoup de ça quand même dans tout ce que je vis et que je vois autour des hauts potentiels, cette idée vraiment de dire non, c'est pas ma place, non, ça c'est pas pour moi, non, je ne le vaux pas. Et en fait, comme dans la pub, ben, je crois que tout le monde le vaut bien et qu'on a le droit de prendre sa place et que ce fardeau, vraiment à force de travail, de rencontres, de lecture, même d'écriture, de travail d'écriture, de sport, vraiment, on peut vraiment arriver à transcender, à passer tout ça en se faisant aussi bien accompagner et en rencontrant des bonnes personnes. Souvent, le hasard de rencontre fait aussi de très belles choses.
on peut vraiment arriver à prendre sa place dans la société. Je vais terminer par là. J'ai vraiment envie de vous dire, moi, quand j'avais mon petit garçon à 8 ans, c'était pathétique. J'étais triste. Je me suis dit, on va jamais y arriver. C'était un enfant renfermé, triste, en souffrance. Il n'avait pas d'amis. C'était horrible. Aujourd'hui, il a 19 ans. Il est en 3e Polytechnique. Hein, il a continué sur son idée de prothèse. Il est toujours là-dedans. Il est en 3e Polytechnique. Alors, ce n'est pas pour vous vanter de mon fils, vraiment, parce que vraiment, je crois qu'il a eu tous les noms d'oiseaux de la planète. On en rit beaucoup aujourd'hui, mais je l'ai souvent décrié. On s'est souvent dit des horreurs à la tête l'un l'autre. Mais il a une petite amie, il a plein d'amis, il aime faire la fête. Il est comme un poisson dans l'eau aujourd'hui. Il y est arrivé. Donc, c'est aussi le message que j'ai envie de donner et que j'ai voulu donner dans Zebraska. C'est pas parce que tout commence mal, comme les vrais héros dans le livre, que tout ne finit pas bien au bout du compte. Et ça, il y a vraiment un combat et un travail à mener. Il ne faut pas se mentir. C'est pas en restant assis dans son fauteuil et en se lamentant que ça va fonctionner. Mais si ce travail, on arrive à le mener à bien, ben, je vous jure qu'au bout du compte, c'est vraiment un très, très beau cadeau. Il y avait une question de Sylvie qui posait, tiens, c'est quoi l'origine du HP? Je ne sais pas si vous avez une réponse. La typologie du cerveau et par rapport à la famille et sa récurrence. Est-ce que c'est des choses, est-ce que dans ton livre, Marc, on trouve plus une approche plus technique de la description de ce qu'est le HP, ou ça, tu recommandes plus le livre de Catherine Devreux, par exemple? Oui, ou de Jeanne Siaud-Fachin pour le côté France, qui est aussi une grande spécialiste là-dedans. Non, dans mon livre, vu que moi j'ouvre justement tout ça, je n'ai pas parlé de cet aspect technique, mais en fin de compte, ce que moi je peux en dire, ben oui, le cerveau, il y a des choses différentes dans le cerveau. C'est pour ça, par exemple, qu'il y a une réflexion beaucoup plus rapide. Entre la famille et la récurrence, alors les spécialistes sont pas tous d'accord, mais dans la grande littérature, ce que je lis le plus, c'est que effectivement, il y a quand même généralement, et moi je le constate quand je dis par exemple à un jeune, ben voilà, je pense que peut-être tu pourrais être à haut potentiel et que je prends le temps de lui expliquer. J'ai déjà eu par exemple une maman qui m'a écrit pour dire mais merci, vous m'avez changé ma vie parce que du coup, maintenant que ma fille a été diagnostiquée, ben moi je viens d'apprendre que je l'étais aussi. Donc, ce n'est pas rare qu'il y a au moins un des deux parents. On dit aussi que si les deux enfants, ou les trois, si tous les enfants sont diagnostiqués HP, ben vraisemblablement les deux parents le seraient. Et c'est logique en même temps quelque part, puisque ce qui arrive souvent, c'est que les HP s'attirent quelque part. Et aussi dans les couples, on cherche des personnes quand même à la fois différentes, mais en même temps qui ont les mêmes sensibilités. Et donc, c'est normal qu'on retrouve souvent des couples qui sont HP. Voilà, en tout cas, en ce qui me concerne, ce que moi, je peux dire là-dessus. Oui, avec Marc, on fait aussi de temps en temps des conférences sur le sujet et on peut, ça c'est pas le sujet d'aujourd'hui, montrer physiologiquement quelles sont les différences au niveau du cerveau, au niveau, voilà, il y a certaines hormones, certaines choses qu'on va produire en tant que HP qui sont différents ou dans des proportions différentes que pour d'autres personnes. Et des fois, en fait, la nature ne nous gâte pas parce qu'il y a même des mécanismes qui font que on va produire, par exemple, moins de sérotonine, moins d'hormones qui nous permettent de nous sentir bien. Donc, mais ça, c'est Oui, vas-y. Je peux rajouter, Jean-Baptiste, ça me paraît intéressant de rajouter pour ces dames qui se posaient cette question. Ce sont les travaux qui ont été faits à l'Université de Lyon, notamment sous la coupe d'Olivier Révol, qui ont, pour les premiers en tout cas, tenté de prouver qu'effectivement, il y avait des impulsions et des actions dans le cerveau qui étaient différentes sur les personnes qu'on disait haut potentiel et sur les personnes qui ne l'étaient pas. Donc, je n'ai pas envie de dire preuve scientifique parce que ça fait très profilage Netflix, série télé. Mais il y a de ça. Donc, scientifiquement, maintenant, on commence à pouvoir vraiment apparemment prouver au niveau du cerveau qu'il y a qu'il y a des impulsions différentes et des cheminements différents qui sont faits. Voilà, il y a des travaux là-dessus. Et je sais qu'Olivier Révol à Lyon a dirigé ces travaux-là.
Oui, oui. Ben, sur le blog du centre, vous verrez, il y a quelques articles et il y a des références. Il y a à Lyon, il y a aux États-Unis pas mal. Enfin, il y a eu pas mal de recherches qui ont été faites sur le sujet. Parce que moi, j'ai besoin de comprendre et donc voilà, c'était quelque chose que j'ai recherché, comprendre les mécanismes au niveau physiologique, hein, qui fait que on a la pensée en arborescence, qui fait que il y a cette hypersensibilité, etc., etc. Je vous mettrai le lien avec le petit message où vous enverrez aussi le replay. Je vous mettrai le lien vers l'article que tu avais fait pour un petit peu résumer tout ça. Oui, il y en a plusieurs. Ouais. Mais c'est vrai que tu avais encore découvert des choses récemment aussi au niveau du sommeil, Tout à fait. de la production de mélatonine, etc., Ouais. de sérotonine. Ah, Donc, oui. voilà, C'est pas pour rien que les HP, il y en a beaucoup qui ont du mal à dormir. Et donc, je me suis renseigné et trouvé, voilà, qu'est-ce qui fait que on a ces difficultés. Voilà, là, on va plus dans l'aspect technique du HP, ce qui n'est pas vraiment l'objectif pour nous aujourd'hui. Mais par contre, je vois qu'il y a Cécile qui a écrit un message. Comment trouver sa place à 48 ans et qu'on vient d'apprendre qu'on est HP après un trajet où on s'est senti une anomalie de la nature et une vie remplie de souffrance et d'isolement. Qui veut répondre? Oui, moi, je veux bien parce que c'est quelque part ce que j'ai un petit peu vécu avec mon fils. Voilà, on parle souvent de réactions différentes entre les filles et les garçons, que j'ai pu quand même expérimentalement aussi observer dans la manière et la réaction au potentiel entre les filles et les garçons. Alors de nouveau, comme Marc, j'aime pas les étiquettes et les généralités, mais c'est une observation, c'est tout à fait factuel. Et souvent, on se rend compte que le jeune garçon qui vit mal son haut potentiel et qui est en souffrance, va plutôt ruer dans les brancards, donc s'opposer, avoir des difficultés relationnelles, etc. Alors qu'une jeune fille ou qu'une petite fille qui vivrait ça va essayer de trouver les boutons pour jouer un rôle, et c'est en psychologie ce qu'on appelle d'ailleurs le faux self, donc de se transformer en une autre personne pour convenir. Voilà, j'ai envie de dire ça, pour trouver sa place, pour que les autres personnes l'aiment bien, pour qu'elle soit, voilà. Et moi, je sais que quand j'ai découvert, voilà, là j'étais un peu plus jeune que madame à l'époque, j'avais une quarantaine d'années, qu'effectivement, quand tout ce que mon fils me disait faisait vraiment écho en moi et ravivait de très anciennes blessures, je me suis rendu compte que c'est le rôle que j'avais joué. C'est-à-dire que j'avais depuis toute petite mis un masque pour convenir. Et très vite, j'ai démonté, j'ai dit, j'ai toujours fait ce que papa, maman ont voulu, j'ai fait des études que je n'aimais pas pour convenir. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai porté cette espèce de masque tout le temps et qu'effectivement, du coup, on se sent à côté, on se sent pas bien, on se sent, mais fatalement, si on ne vit pas la vie qu'on a envie de mener, si on n'a pas fait les études qu'on a envie de faire, si on avait à un moment donné, on ne se sent pas à sa place. Et ne pas se sentir à sa place, c'est terriblement difficile. Et du coup, j'ai presque envie de dire que pour moi, c'est pas moche d'apprendre ça tard. Il n'y a pas d'âge pour apprendre qu'à un moment donné, tiens, on a compris quelque chose et qu'on va pouvoir avancer. Donc, j'ai envie de dire à cette dame qui pose la question que vous ayez 48 ans, 40 ans, 16 ans, le moment où vous l'apprenez, en fait, c'est un cadeau parce que, mais mon Dieu, mais c'est ça. C'est ce pourquoi maintenant je comprends pourquoi c'était compliqué pour moi avant. Et maintenant, je peux en faire quelque chose. De nouveau, on a les cartes en main qu'on nous donne, on a ce que la société, notre éducation nous donne, on a la manière dont on avance et on façonne les choses. Et puis, une fois qu'on prend possession des cartes, alors on peut commencer à jouer. Il y a des gens qui m'ont dit aussi souvent, oui, en fait, je suis triste parce que j'ai l'impression que tout ce temps-là, c'était du gâchis. Moi, je n'ai pas cette impression. J'ai l'impression que quelque part, j'ai envie de dire que c'était mon chemin, que j'ai fait ce chemin-là et que moi, j'ai dû attendre d'avoir un fils qui vive très mal cette chose-là pour qu'à un moment donné, ça me revienne comme un boomerang. Et quelque part, après, j'ai décidé d'en faire quelque chose, quel que soit mon âge, même si j'avais déjà 40 ans.
C'est vrai qu'à ce moment-là, je ne me suis pas dit «Oh, mon Dieu, quelle horreur, j'ai perdu mon temps pendant 40 ans». D'ailleurs, des gens me le disent souvent. Et Quoi, c'est toi, tu écris des livres? important, je pense, aussi à dire à cette dame, c'est jamais trop tard. Non. Voilà, que ce soit 48 ans ou plus. Ben, nous, avec Marc, des fois, on accompagne des gens qui sont encore plus âgés. Eh ben, tant mieux, hein. Vaut mieux qu'ils prennent conscience maintenant plutôt que d'arriver au dernier jour de sa vie et de regretter ben, finalement d'avoir raté une opportunité. Donc voilà, il y avait une autre question. Et je voulais peut-être encore dire juste quelque chose. D'abord, moi, je l'ai appris à 48 ans. Et je voulais aussi, parce que bon, là, je ne connais évidemment pas la situation de Cécile, mais je vois quand même une vie remplie de souffrance et d'isolement. Alors parfois, pour avancer, ça vaut aussi la peine de se poser et de soigner ce qui doit être soigné aussi dans le passé, et de peut-être suivre une thérapie. Ou voilà, je ne connais évidemment pas la situation, mais parfois, on n'a pas encore la force, allez, assez d'énergie que pour avancer vers cette nouvelle vie, pour aller vers son potentiel. Et parfois, ça prend le temps aussi de s'occuper de soi, de prendre le temps aussi, de ne pas se mettre la pression, de revisiter sa vie. Et s'il y a des traumatismes, ben de les régler. Et ça, vous avez des professionnels qui peuvent franchement vous aider et faire du beau travail en quelques séances pour pouvoir par la suite avancer. Voilà, je voulais juste rajouter ça parce qu'il y avait cette partie souffrance, anomalie, isolement. Donc voilà, je ne connais pas évidemment le contexte. À ce moment-là, un accompagnement est peut-être nécessaire et il faut prendre soin de soi. Hein, faut pas, on s'en sort rarement tout seul à ce moment-là, quoi. Hein. Ben, Marc, du coup, tu peux enchaîner. Je ne sais pas si tu sais lire la question de Ah, Mélanie. Comment aider une personne à s'épanouir quand son environnement social, familial, économique ne favorise pas le développement de son potentiel? ok. Alors la réponse peut être différente. J'en fais un chapitre dans le livre. La réponse va être différente selon que on est jeune peut-être et on est dans un environnement pareil, et avec des parents qui ne comprennent pas, ou voilà, il y a vraiment un décalage au niveau familial. L'enfant, en fait, il va s'adapter souvent. Hein. Le jeune, il va s'adapter. Alors, la période de l'adolescence, ça risque un peu plus difficile. Donc, j'imagine ici que la situation, c'est quelqu'un qui est adulte et qui est dans un environnement social, familial et économique. Et ce n'est pas, voilà, ce n'est pas favorable à pouvoir déclencher son potentiel. Ben, moi, je dirais, en fait, que ce qu'il faut faire, c'est un choix. C'est pouvoir choisir. Et c'est de nouveau le faire en conscience. Euh, D'abord, voilà, aller voir aussi de nouveau peut-être les cadeaux qu'il y a derrière. Est-ce que la perception de nouveau, je reviens souvent, mais rien n'a que des avantages et des inconvénients. Donc voir d'abord quels sont les avantages. Vous connecter à vos valeurs aussi. Euh, D'aller parfois, je pense par exemple à un couple, j'en parle dans mon livre, j'ai eu un client comme ça qui avançait dans son projet, alors que lui se sentait super bien, il avançait vraiment sur son truc. Sa famille lui ont conseillé d'aller voir un thérapeute parce qu'il allait mal. Mais en fait, comme disait Isabelle tout de suite, il avait porté un masque tellement longtemps que le moment où il est en train d'enlever son masque, il y a les gens qui disent « Ah, c'est quoi ça? Ça va pas. » Et donc, à ce moment-là, il y a des choix à faire. Hein, il n'y a pas pire choix, hein, parce que si c'est dans la famille proche, c'est quand même pas un choix qui est évident. Et le choix, c'est d'aller soit trouver un terrain d'entente, négocier. Il faut faire aussi attention à ne pas exiger de la part de son entourage d'avancer aussi vite que soi. Et ça, c'est un grand danger du développement personnel, c'est qu'on avance, on prend conscience, et puis quelque part, on ne comprend pas que les autres n'évoluent pas aussi vite que nous. Non, il faut juste l'accepter. Hein, on ne peut pas faire la dictature du développement personnel. Et c'est parfois tout à fait possible de vivre dans un environnement, à partir du moment où c'est clair pour tout le monde, moi je suis mon chemin de vie et j'ai ces besoins-là, ma femme a peut-être d'autres besoins, et voir comment on peut se trouver. Si le choix, par contre, si à un moment donné, ce n'est pas possible de pouvoir vivre ensemble, ou si je suis dans un job qui me convient mais pas du tout,
À ce moment-là, il y a des choix à faire. Mais de nouveau, avant de faire le choix, c'est quoi les avantages, c'est quoi les inconvénients, et être certain qu'on prend la meilleure décision pour soi en alignement avec ses valeurs. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ben, elle répond qu'elle a lu le chapitre sur l'environnement et qu'elle était un peu restée sur ça. Ouais. Oui, parce que c'était effectivement, voilà, il y a autre chose aussi si on est en décalage avec la société, et donc c'était pas le thème principal du livre, mais je l'ai mis, voilà, je l'avais encore rajouté. Alors s'il y a une question précise, je vais bien y répondre, parce que sur ma fin, je sais pas ce qui manquait. Alors il y a Par une... contre, oui, en attendant, je voudrais juste rajouter là-dessus, c'est peut-être la notion, parce que tu parlais de choix, Marc, c'est la notion de risque. Je pense que toute personne, à un moment donné, qui se remet en question, qui se met en question par rapport à son entourage professionnel, privé, il y a une prise de risque. Comme toute personne qui va changer de vie, qui décide de changer à un moment donné de vie, elle va peut-être se dire à un moment donné, tiens, mais est-ce que je suis bien accompagnée? Est-ce que la personne qui m'accompagne dans ma vie est la bonne personne? Est-ce que je suis chez le bon employeur si je travaille pour un employeur? Est-ce que c'est ça que je veux vraiment dans ma vie, travailler pour quelqu'un qui me dirige de cette façon, qui ne voit pas en moi la personne que je suis? Et donc, à un moment donné, c'est un petit peu comme, oui, c'est une prise de risque énorme. Et on ne peut pas, pour moi, à un moment donné, changer sans prendre ce risque. Il faut, à un moment donné, si on veut se développer soi et qu'on sent qu'il y a une sorte d'animosité autour de soi, prendre ce risque. Et il existe. Comment dire, ce ne serait pas juste de croire qu'il y a une solution pour faire un changement et que tout le monde soit content et d'accord. Ça n'existe pas. À un moment donné, il y a des gens qui parfois, et c'est horrible à dire, moi, je n'ai pas dû vivre ça. Moi, ça a changé juste au niveau professionnel, mais qui divorcent parce qu'à un moment donné, ils se rendent compte que s'ils sont vraiment eux-mêmes, ben, la personne qui les accompagne n'est pas la bonne personne. Et même ils en souffrent. Mais de nouveau, comme disait Marc, c'est un choix. Mais c'est vraiment cette notion de risque que j'ai envie de donner. Il n'y a pas de changement sans risque. Et ça, c'est un peu pour tout le monde la même chose. Mais quand on vit comme ça dans la différence, on a un peu l'impression que tout le monde est contre soi. C'est très compliqué. Et moi, je sais que je me suis, là, je me confie un petit peu, mais je me suis disputée avec ma maman comme ça, parce que quand je lui parlais de ma souffrance et ma douleur, qu'elle n'était pas à même de comprendre, elle me disait si tu allais faire un peu de yoga. Et ça me rendait dingue, évidemment. Si ça s'arrêtait à ça, en plus, j'en faisais déjà. Donc, et je veux dire, c'était ça sa réponse à mes problèmes. Donc, il y avait évidemment un fossé qui nous séparait et je n'avais pas l'impression d'être soutenue par mes proches. Mais j'ai dû prendre ce risque à un moment donné. Et j'ai dû parler à ma maman et on s'est fâchés parce qu'il y avait il y avait ce fossé et puis on s'est expliqué et puis elle a compris et puis voilà. Donc voilà, je trouvais que c'était important à dire qu'un changement sans douleur n'existe pas. C'est comme un accouchement et ça fait mal. Ça, je peux vous le dire. Pour terminer sur ce sujet, ben, effectivement, en tant qu'autre potentiel, quand on a un événement, ben, on va s'imaginer encore plus ben, tous les risques, tous les désavantages. Et c'est important, comme Marc disait, de voir aussi l'autre côté. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Et pouvoir renforcer ben, cette dynamique-là, parce que tu as absolument raison, et généralement, on va aller dans un scénario généralement catastrophe. Et on va alimenter ça, et c'est vraiment une super qualité qu'on a. Je voulais encore juste rajouter quelque chose par rapport à cette notion de risque et à tout ce qui vient d'être dit. Mais moi, dans mon livre, je parle beaucoup de communication entre le cœur et le mental. Et effectivement, il y a deux dangers. C'est n'écouter que nos peurs. Et ça, c'est le mental, c'est vos pensées qui vont vous dire oh là là, il y a ce risque-là. Et effectivement, les scénarios catastrophes, avec le risque de ne pas bouger, du coup, de ne rien changer. Et puis, l'autre piège, c'est d'écouter que le cœur, d'être à fond dans les émotions et peut-être de croire que si je change,
ben, l'herbe est beaucoup plus verte et que j'aurai de nouveau que des avantages. Et la prise de risque, elle sera possible si le cœur et le mental vraiment communiquent, on arrive à faire communiquer les deux pour arriver à un choix qui est écologique. Mais je suis tout à fait d'accord avec Isabelle. Voilà, ben c'est ça, hein, effectivement, c'est ça que le petit schéma du livre. Je suis d'accord avec Isabelle qu'effectivement, ça va se faire de toute façon. Il y aura d'office, quel que soit le choix, j'aurai des inconvénients à payer et il faut que je les accepte. Et parfois, ça vaut la peine de se poser et de se dire, OK, ma tête, elle dit des trucs, je vais le noter. Mon cœur, il me dit ça, je vais le noter. Comment est-ce que je peux les mettre en communication? Et ça, c'est ça, c'est un gros chapitre dans le livre. Et ça fait partie vraiment de ma façon de coacher pour mettre vraiment les deux choses ensemble et que pour la personne, le risque devient quelque part écologique. Mais merci à tous les deux. Et j'espère, et j'ai vu Joséphine avait des questions qui tournaient autour du masque aussi, du fait de pouvoir enlever le masque le plus vite possible pour une jeune de 21 ans. J'espère que ça a répondu en même temps à votre question. Et je voudrais rajouter aussi le fait de se faire accompagner. Ça peut sûrement être une aide bien précieuse à ce moment-là aussi pour faire toutes ces démarches de communication. Valérie aussi, de toute façon, si des gens ont encore des questions pour qu'ils ne soient pas frustrés, ils peuvent peut-être, je suis sûre que Marc sera évidemment d'accord aussi, nous contacter via nos sites ou même nos mails. Tu peux donner mon mail, il n'y a pas de souci. Ouais. Ça, c'est des gens qui ont des questions personnelles après ou qui sont un peu frustrés parce qu'on n'a pas répondu maintenant, qu'on puisse continuer ce petit accompagnement après. Enfin, en tout cas, moi, je suis ouverte et maintenant que je connais un peu Marc, je suis sûre que je ne m'avance pas en disant que ce n'est pas un problème pour lui non plus. Mais je partagerai tout ça et on sait que vous êtes généreux. Et alors, juste pour répondre vite à Cécile, oui, Marc fait des coachings à distance. Voilà. Sur le site Coaching et Découverte. Sur le site qu'on partagera. Il travaille d'ailleurs avec Jean-Baptiste aussi. Il y avait encore une question de Jeanne qui demandait comment éviter de tout remettre sur l'étiquette ou là-dessus, de tout remettre sur l'étiquette HP une fois qu'on a pris conscience de son fonctionnement et de son diagnostic. Moi, je pense, j'ai un peu répondu à cette question tout à l'heure, mais peut-être pas assez en détail, et Marc voudra peut-être la compléter. Ma réponse, c'est que je pense que le fait de se découvrir au potentiel n'est qu'une partie de notre personnalité. Et on a tendance à vouloir, à un moment donné, quand on apprend ça, à se dire « Ah ben donc c'est ça », et de tout remettre dessus. En disant « Voilà, ça ne fonctionne pas, mais c'est parce que je suis au potentiel. Donc du coup, quelque part, il n'y a pas de solution. C'est comme ça, c'est mon lot. » Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Le fait d'apprendre qu'on est au potentiel, c'est le fait d'apprendre à se connaître, comme n'importe qui a besoin de se connaître, d'ailleurs, savoir qui il est, comment il fonctionne. Et puis après, en fonction de ça, on peut trouver des modes d'emploi pour pouvoir avancer dans la vie. Mais ce n'est jamais qu'une partie de nous-mêmes. Il y a tout le reste. Et c'est vrai que moi, souvent, quand je raisonne comme ça, en me disant, ça y est, je suis de nouveau occupée à courir dans tous les sens, je suis de nouveau comme le petit hamster dans sa roue, je suis de nouveau... Je dis oui, mais ça, c'est une partie de moi. Il y a l'autre partie de moi qui peut aussi être très disciplinée, très rationnelle. Et là, il est temps de l'enclencher, là, maintenant, parce que là, tu es parti dans tous les sens. Et donc, on doit pouvoir réactiver ça aussi. Il ne faut pas que cette idée du haut potentiel mange le tout, parce que c'est faux. Et ça, c'est quelque chose peut-être qu'il faut se répéter. C'est se dire, voilà, ne pas oublier, passer une espèce de charte avec soi-même en se disant, tiens, à chaque fois que je me dis, je remets ça sur le dos du haut potentiel, je me repasse ma petite charte avec moi-même où je me dis, tiens, je ne suis pas que ça. C'est une partie de moi, c'est un mode de mon fonctionnement, mais je fais aussi plein de choses autres et je suis capable de plein d'autres choses. Donc moi, j'ai un côté, c'est vrai, très... je pars d'une idée, puis sur une autre, et puis je suis occupée sur un travail, et puis je suis occupée à faire un autre travail que je dois faire dans 1 mois et demi, qui n'est pas du tout urgent, parce que simplement, j'étais voir un truc sur Internet qui m'a montré que je ne voulais pas oublier, donc j'ai été lire, et je suis partie dans tous les sens. À un moment donné, je sais aussi que je dois me dire, Isabelle, OK, ça c'est ta façon de fonctionner, c'est ton petit côté HP, on va dire ça. À côté de ça, tu es tout à fait capable de ranger les choses dans l'ordre, de faire un agenda, de te discipliner, et là, tu vas mettre ça en place, parce que sinon, tu ne vas pas terminer ta journée aujourd'hui. Et donc, je crois que cette petite sonnette d'alarme, il faut peut-être l'agiter dans sa tête en disant « Coucou, je ne suis pas que ça, je suis aussi capable d'autre chose, je ne suis pas que ça ». Et c'est peut-être une manière de ne pas tout remettre sur le dos du haut potentiel tout le temps. Et voilà, qui fonctionne en tout cas
assez bien chez moi. Oui, tout à fait. Ne pas Merci. s'identifier au diagnostic, je pense que… Et je peux proposer 2-3 petits exercices très faciles. Vous prenez un petit carnet, vous notez chaque fois que vous vous plaignez, vous tombez sur le truc, ouais, c'est à cause de HP, notez ce que c'est. Hein, une fois que vous avez quelques points, allez chercher, premier exercice, allez chercher la qualité qui est derrière. Forcez-vous à aller chercher la qualité. Et puis, tiens, admettons, j'ai un exemple, hyperactif. Hein, je suis hyperactif, ouais, c'est mon côté HP, je ne sais pas rester en place, etc., etc. Ok, c'est quoi la qualité qu'il y a derrière? Ben, je suis peut-être quelqu'un qui aime l'action, qui me met souvent en action. Donc déjà, on commence à équilibrer la perception. Et comme l'a dit Isabelle, c'est aussi aller chercher, deuxième partie de l'exercice, aller chercher des situations où je ne suis pas hyperactif. Ça serait quoi le contraire d'être hyperactif? Peut-être, tiens, concentré, vraiment le focus. Et aller se forcer à chercher au moins 3, 4, 5 situations où je suis aussi de temps en temps concentré. Et ça va vous permettre de rééquilibrer votre perception. C'est très simple à faire en fait, hein, vous savez le faire seul, mais ça marche super bien. Tu as choisi un bon exemple, hein, l'action et l'hyperactivité. Je connais un peu. Merci Marc. Nous, on avait encore envie de poser une question. On va terminer avec cette question. On peut commencer par Marc qui est à l'écran chez nous. Et tu la connais, cette question, parce que vous aimez bien terminer vos interviews, je déclenche ma vie avec cette question-là. Mais quels seraient les 2 ou 3 conseils que tu donnerais à un jeune après, ça sera pour les autres personnes qui sont moins jeunes aussi, mais à une personne autre potentiel. C'est vache parce que je la pose tout le temps et j'ai jamais réfléchi. Alors, chercher la beauté, le trésor qu'il a en lui. Mais j'aime bien le mot la beauté qu'il a en lui. Vraiment aller chercher en quoi il est beau. Quels sont ses talents, comme disait Julien Perron, quelles sont ses excellences. Deuxième, trouver pourquoi il veut le faire. Deuxième conseil, pourquoi il veut le faire. C'est aussi, avec Jean-Baptiste, un des mots qu'on aime utiliser, mais vraiment aller chercher comment est-ce que je peux mobiliser ma beauté, mon potentiel, et pourquoi je le ferai. Mais vraiment aller chercher quelque chose qui n'est pas de l'ordre pour gagner de l'argent ou pour moi, parce que ça, on ne va jamais le faire. C'est aller chercher quelque chose qui va servir aux autres. Pourquoi? Et du coup, la troisième chose, c'est de trouver pour qui. Pour qui je vais le faire. Hein, j'imagine que Tim, il a répondu très tôt à ces questions-là. Pourquoi il voulait faire des prothèses? Pour qui? C'était clair pour lui. Il y a des jeunes comme ça, c'est très clair pour eux. Il y en a d'autres, c'est plus difficile. Ben, à ce moment-là, on les prend en coaching d'orientation et on travaille sur ces 3 points-là. Donc, trouver sa beauté. Une fois qu'il l'a trouvée, pourquoi il pourrait la mobiliser et pour qui? S'il y a une personne sur cette terre à qui ça pourrait servir, c'est qui voudrait toucher. Que, quoi qu'il arrive, il va se battre pour cette personne-là, parce que s'il ne met pas son potentiel en route, ça signifie que cette personne ne sera jamais aidée. Une fois que vous avez ces 3 choses-là, eh bien, je peux vous assurer que jeune ou adulte, on se met en route. Et c'est pour ça que j'ai eu le courage d'écrire ce livre, en fait, hein, parce que ça prend énormément de temps quand on a une vie très occupée comme la mienne. Je ne suis pas auteur à temps plein, et donc ça demande des sacrifices. Mais là, je peux vous assurer que je savais pourquoi je le faisais, et je savais pour qui je le faisais. Voilà. Merci. Et toi, Isabelle Même question. J'ai droit à la même question? Allez. Eh bien, moi, je crois qu'il y a 3 pôles essentiels, puis je répondrai plus précisément pour une jeune personne. Pour moi, qui ont été essentiels dans l'histoire qu'on a vécue et celle que j'ai voulu refléter dans mon roman Zebraska, c'est l'amour, parce que sans amour, il n'y a rien. Je pense que c'est la première chose qu'on a pu se donner et c'est ce qui a fait qu'on a tenu. C'est vraiment l'amour. Alors l'amour qu'on se donne l'un l'autre, mais l'amour aussi qu'on se donne à soi. À un moment donné, apprendre à s'aimer, et ça rejoint évidemment un peu ce que Marc disait par rapport à la beauté qu'on a en soi, c'est très important. Donc c'est vraiment l'amour avec un grand A.
La deuxième chose qui est pour moi très importante, c'est l'entourage. C'est d'aller chercher la bienveillance, la belle petite voix, les gens qui peuvent comprendre ce qu'on ressent et être en vibration avec ça. C'est pas toujours évident, mais quand on trouve ces gens-là, ben, on trouve une seconde famille dans laquelle on se sent bien et dans laquelle on peut être vraiment soi-même. Parce que ça, c'est peut-être la chose la plus importante, c'est de pouvoir être soi-même. Donc l'amour, c'est les autres. Et alors, moi, j'ai évidemment envie de vous dire, c'est aussi la lecture, les livres, même l'écriture. Alors, évidemment, tout le monde n'aime pas lire, mais quelque part, on a des idées préconçues sur la lecture et l'écriture. On a l'impression que lire un roman, c'est lire une brique comme ça, que ça va nous prendre la tête, qu'on doit avoir une bonne orthographe, qu'on doit aimer ça depuis qu'on est tout petit. Et que l'écriture, c'est idem, qu'on doit être surdoué pour pouvoir écrire. Moi, dans mes ateliers, dans mes cours et mes accompagnements littéraires, qui tournent souvent, et très souvent, même quand ce n'est pas la base au thérapeutique, parfois, écrire une phrase peut être libérateur. Lire une phrase peut être libérateur. Et un exercice que je conseille souvent, et là je le conseille même aux jeunes, pour le moment je suis en tournée dans les classes avec mon petit masque et ma petite visière, c'est pas très génial, mais voilà. Ce que je dis souvent aux jeunes, c'est de commencer par une petite action. Ne vous mettez pas la barre haute, ne vous dites pas, par exemple, voilà, j'ai des difficultés sociales, j'ai des difficultés de trouver ma place. Dans une semaine, je veux que, voilà, ça prend fatalement un peu de temps, et de mettre des petites actions les unes derrière les autres, avec beaucoup d'amour pour soi, pour les autres, dans cet esprit un peu tolérant. Ça peut aussi passer par l'écriture. Ce que je conseille comme exercice, moi, c'est d'avoir sa phrase du jour. C'est de tous les matins, et c'est quelque chose que je fais encore aujourd'hui. Tous les matins, j'ai ma phrase. Soit je vais la chercher, j'ai des notes, des cahiers de phrases qui me parlent fatalement, que j'ai piquées ça et là, ou que j'ai écrites moi-même, ou que j'ai transformées, que j'ai mises à ma sauce. Et tous les matins, je vais lire cette phrase qui me parle. Souvent, je la réécris à la main. Pourquoi? Parce que la taper, ce n'est pas du tout le même exercice. Il y a vraiment un acte physique quand on écrit à la main. Et donc, cette phrase, c'est la phrase qui va guider ma journée. Donc, par exemple, je vais me lever un matin et je vais me sentir contrainte, je vais faire des choses, je sens que je vais devoir faire des choses qui ne me plaisent pas trop la journée, que je me sens obligée pour faire plaisir. Et je vais lire la phrase « Tu es liberté ». Je vais l'écrire. Et toute la journée, cette phrase « Tu es liberté » va m'accompagner. Et ça m'aide énormément. Pourquoi? Parce que quand je ne me sens pas moi-même ou quand je me sens rentrer dans un espèce de moule qui fait que je veux juste convenir ou simplement être aimé, hein, parce que ça passe aussi par là, je me dis tu es liberté, donc si tu ne le fais pas, ça ne tient qu'à toi. Et j'ai comme ça mon petit lot de petites phrases, alors j'en invente au fur et à mesure, les carnets continuent, et je trouve que c'est quelque chose qui fonctionne très très bien et qui est très aidant quand on veut changer, évoluer, ôter le masque, c'est de trouver les phrases qui parlent. Et j'ai envie de dire aux jeunes, évidemment, hier j'ai vu une classe où il y avait quand même des jeunes qui lisaient. C'est dit, essayez de lire, vraiment, il y a des trésors dans les lectures, dans les histoires. En plus, il y en a pour tous les goûts, quoi. Il y a des romans, il y a des petits, il y a des gros, il y en a pour les jeunes, il y a des romans policiers, mais dans chaque histoire, il y a vraiment une merveille à trouver. Et elles parlent tellement, ces histoires, à notre inconscient qu'on ne se rend même pas compte qu'elles nous transforment, et c'est ça, quelque part, qui est magique. Super. Eh ben, ça fait le lien. Tiens, je t'en donne un. Hein. Donc voilà, allez chercher. Il y avait une question, Marc. Dans quelle librairie on trouve ton livre? Parce qu'il y a quelqu'un qui a posé la question. Où le trouver? Alors, normalement, dans toutes les librairies, vous pouvez le commander. Alors, en fonction des librairies, il est disponible direct ou pas. Alors, je sais qu'au Furet du Nord, je fais leur pub parce qu'ils en ont mis dans toutes leurs librairies. Si vous habitez le Brabant wallon, à Louvain-la-Neuve, ils en ont même commandé plusieurs, ou en tout cas, vous pouvez les avoir assez vite. Moi, j'ai un livre international, c'est-à-dire qu'il est édité au Québec. Et il est stocké à Carcassonne. Il est stocké à Carcassonne en France. Donc, c'est vrai que parfois, pour l'avoir chez un libraire, il faut parfois attendre 5-6 jours. Mais au Furet du Nord, ça, je sais qu'ils l'ont en stock, quasi dans toutes les librairies. Ou sinon, vous pouvez le commander. Et sinon, il est disponible sur toutes les plateformes en ligne. Au Furet du Nord, d'ailleurs, vous savez aller sur leur site et vous savez voir dans quel magasin il est physiquement présent. Le tien, Isabelle, on le trouve partout, apparemment. Normalement, le mien, on le trouve dans toutes les librairies en France, en Suisse, en Belgique et au Canada.
Bien sûr, il y a des libraires qui ne recommandent pas quand le petit stock est parti. Donc, comme disait Marc, c'est toujours recommandable. Ce qui se passe maintenant aussi, les libraires ont réouvert en France. Ils sont restés ouverts en Belgique. On en discutait hors antenne tout à l'heure. Pour les gens qui n'ont pas encore envie de se déplacer, qui ne sont pas à l'aise, il y a des plateformes comme Librel ou Click et Collect en France qui permettent aussi de faire des commandes et d'aller les chercher après pour ne pas devoir traîner dans les magasins. Mais moi, je vous propose quand même d'aller traîner dans les librairies parce que c'est quand même très, très chouette d'aller traîner dans les librairies. Donc voilà, donc vous pouvez le trouver effectivement normalement dans toutes les librairies et de toute façon, c'est commandable quoi qu'il arrive. S'il y a plus de donc, Zebraska, il est maintenant en poche chez J'ai lu. Il existe en poche chez J'ai lu. Et Marc, ton éditeur, c'est le Dauphin blanc. Ouais, le dauphin blanc. Et alors, parce que j'ai eu la demande, du coup, je l'ai mis sur mon site. Donc, il suffit d'aller sur le site de coachingedécouverte.be. Vous pouvez le commenter aussi sur mon site. Et à ce moment-là, je vous le dédicace personnellement. Le seul désavantage, je vais être honnête, c'est que je fais payer les frais de port, ce que parfois d'autres plateformes ne font pas. Il y a aussi moyen de juste m'envoyer un petit mail et me dire, moi, je passerai le chercher. À ce moment-là, je prépare le livre et la dédicace et il n'y a pas de frais de port à payer. Et c'est le même prix partout. Moi, ce que je peux rajouter aussi, c'est que comme j'habite le Brabant wallon, voilà, pour les personnes qui auraient envie d'avoir, tu m'y fais penser là à l'instant, Marc, qui auraient envie d'avoir une dédicace, je ne suis pas très loin de la librairie des Sceaux là au 1, de la librairie Graffiti à Waterloo. Et si vraiment vous avez envie d'une dédicace, je me déplacerai avec plaisir pour vous la faire chez votre libraire préféré. Du moment que, évidemment, ça reste dans ma région, on s'entend. Voilà, avec grand plaisir. En tout cas, on reçoit plein de remerciements et on vous avait dit qu'ils étaient généreux, hein, Marc et Isabelle, donc voilà, on avait raison. Et nous aussi, on souhaite vous remercier, particulièrement moi qui étais venue avec cette idée de faire une conférence plus littéraire et de vous réunir tous les deux en vidéoconférence. Donc, je suis vraiment très, très heureuse que vous ayez accepté et puis très heureuse que les personnes qui nous ont suivis ce soir ont répondu présentes. Ils sont encore nombreux. Après 2 heures, il est 22 heures et on a encore presque tout le monde qui est resté. Donc, merci à vous. Parce que c'est pour vous qu'on fait ça. J'espère noter des petits messages. Qu'est-ce que ça vous a apporté et tout. Parce que c'est important pour nous, pour Isabelle, pour Marc. Voilà, de voir si c'est des choses qu'on doit continuer ou pas. Qu'est-ce que ça vous a apporté. Et voilà, c'est super. Et donc, comme j'ai dit précédemment, moi, je vais vous envoyer un mail avec le replay, le lien vers le replay, tous les liens de tout ce qu'on a discuté ce soir, les adresses mail de Marc et Isabelle. Et là, j'ai Gaëlle qui nous dit qu'elle va aller se coucher avec ce qu'elle n'a pas dit. Donc, voilà, Isabelle, un petit clin d'œil pour toi. Merci beaucoup. Donc, un grand merci à tous. Une belle soirée, belle nuit. Et à très bientôt pour d'autres aventures, j'ai envie de dire. Merci beaucoup. Merci Jean-Baptiste, merci Valérie, merci à tous. À bientôt. Merci.